Ok, déjà, on va commencer alors notre premier cours, ok, sur l'introduction sur le campus. Je pense que bon, je vous ai assez motivé, si vous voulez. Hmm. Ok, donc le numéro là, je vais l'épingler. Pin comment. Ok, je l'ai épinglé, donc normalement, c'est bon. Ok, donc, petit instant, je vais ajouter la source, je vais changer la source là. Ok, donc, je pense que c'est bon pour le premier. Donc, on va commencer avec le cours de Malson. Petit instant, je partage l'écran. Et donc, c'est le cours de logique mathématique. Et ces logiciels-là, c'est bizarre à manipuler, mais ça doit venir tout de suite. Ok, c'est bon maintenant. Bon, là, je pense que c'est la mécanique du point. Je voulais partager sur le logique, mais c'est pas grave, on va commencer avec ça. Puisque, bon, lui, il est déjà à l'écran. Donc, vaut mieux commencer avec, n'est-ce pas? Donc, on va commencer avec la mécanique du point. Euh, voilà. Donc, j'ai partagé le cours. Donc, mécanique du point, c'est physique 106 en fait. Je pense que vous avez déjà fait une séance en présentiel. Donc, voilà. On va commencer avec ça. Et après, j'enchaîne avec la logique. OK? On le fait comme ça. Euh, les vidéos, ah ouais, les vidéos, je vais l'envoyer. Je vais envoyer le lien de la vidéo, ok, de tout ce qu'on aura fait dans le groupe WhatsApp aussi. Donc, j'ai envoyé mon numéro. Donc, vous m'écrivez et après, vous aurez aussi à tout ce qui est enregistré. Ne vous inquiétez pas. Mais restez en live. C'est pas pour ça que vous allez quitter le live, hein. Restez en live et posez vos questions. C'est toujours encourageant. Ok. Donc, on va commencer. Introduction à la mécanique. Voilà. Je pense que vous avez assez au live. Donc, c'est bon. C'est bon. Ça doit être bon. S'il y a un problème, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein. S'il y a un problème, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à me le faire savoir. Ok. Ok. Donc, on peut y aller. Introduction à la mécanique. Euh, Donc déjà, c'est quoi la mécanique du point? Non, 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 non. Bon, vous pouvez écrire la définition en commentaire, hein. Vous pouvez écrire la définition en commentaire. C'est quoi qu'on parle de mécanique? Introduction à la mécanique du point. La mécanique, c'est pas une science qui est nouvelle pour vous. Vous avez fait depuis le lycée, n'est-ce pas? Euh, donc, mécanique du point. En fait, c'est ce que vous faites déjà quand vous parlez de vitesse, accélération, pour simplifier, hein. Donc, voilà, vitesse, accélération, voilà. Position et tout ça là. C'est juste de ça qu'on veut parler. Mais avant ça, je vais parler des rappels mathématiques. Ok. Donc, on va structurer notre séance en trois. Je pense qu'on va finir peut-être dans 40 minutes comme ça, ok, sur les rappels déjà. Donc, on va faire un petit rappel mathématique qui est très important pour faire de la mécanique en fait. Ok. Euh, et ensuite, je vais enchaîner avec la cinématique du point. En fait, souvent, vous le faites en trois dimensions. Ok, un repère à trois axes. Mais je vais le faire d'abord en deux dimensions pour que vous compreniez ce dont il s'agit. Et nous allons finir avec quelques petits mini-exercices. Ok, donc, on va commencer donc déjà avec la notion de dérivée. Et ça, c'est la définition formelle. Vous savez, la dérivée, là, depuis le lycée, vous savez, on dit que vous écrivez la formule f' de quoi? F' de i0 est égal à la limite, lorsque la fonction est dérivable, n'est-ce pas?
lorsque x tend vers x0, n'est-ce pas? De f de x moins f de x0 sur x moins x0. Bon, ça, c'est la définition formelle que vous verrez déjà dans le cours de maths 103. Je pense que vous avez un cours demain, n'est-ce pas? Que vous aurez à voir ça avec le professeur. Donc, vous aurez, voilà, ça c'est la notion de dérivée. Bon, et moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, rappelez-vous de vos tables de dérivation. On ne fait pas de la mécanique sans parler de dérivée. Parce que vous savez que c'est la dérivée de la position qui donne la vitesse. Donc, quand on va vous demander de calculer des vitesses, là, vous aurez besoin de dériver. Donc, s'il vous plaît, si vous avez oublié votre table de dérivation, allez réviser ça tout de suite. Okay? Parce que ça va être beaucoup plus chaud que ça. Ok? Donc, quelques exemples. Il s'occupe de dériver 3x carré, sinus i dérivé, cosinus i. Ça, c'est des petits rappels. Ok? Donc, en mécanique, on dérive la position pour avoir la vitesse. Vous le savez. On dérive la position pour avoir la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc, il faut savoir comment dériver. Mais ici, ce dont moi je vais vous parler, c'est les notions de dérivées partielles qui sont nouvelles pour vous. Ok? Voilà, c'est des notions qui sont nouvelles pour vous, j'en suis conscient. Quand on parle de dérivées partielles, ce sont des notions nouvelles pour vous. Donc, je vais vous en parler et on va faire quelques petits exemples ensemble. Ok? Donc, quand on parle de dérivées partielles, c'est lorsque, en fait, il n'y a pas qu'une variable qui rentre en jeu. Il y a, par exemple, deux variables, comme vous le voyez ici, par exemple. Ok? Donc, une fonction qui a, mettons, deux variables. Avant une seule variable, tu dérives, voilà, par rapport à x. Maintenant, ici, il y a deux variables. Il y a, par exemple, x et y. Donc, tu as une fonction qui a deux variables. Pourquoi, en fait, on s'intéresse à deux variables? Parce que dans la vie courante, il y a plusieurs variables. On est d'accord? Par exemple, votre réussite. Ça ne dépend pas que d'une seule variable. La réussite ne dépend pas seulement, par exemple, de l'intelligence, de la variable intelligence, par exemple. On est d'accord? La réussite dépend aussi de quoi? Ça dépend de la variable discipline. Ça dépend de la variable, je ne sais pas trop, mais ça dépend de plusieurs variables. De la même façon, la position d'un objet dans l'espace dépend de plusieurs variables. On est d'accord? Des fois, de l'abscisse, de l'ordonnée, de la courbe. Donc, quand vous allez calculer évidemment des vecteurs vitesse, vous aurez affaire à des dérivées partielles. Et c'est évident, n'est-ce pas? Donc, vous aurez à avoir affaire à des dérivées partielles. Donc, il faut savoir calculer des dérivées partielles, évidemment. Donc, c'est quoi des dérivées partielles? C'est juste en fait que, regardez, je prends la fonction que j'ai écrite ici. OK? Donc, x carré y plus expo x y. C'est une fonction qui a deux variables, pas une variable. Donc, quand tu dis que tu dérives, il s'agira plus f', ça n'aura pas vraiment de sens ici. Il s'agira de dériver par rapport à x et par rapport à y, parce qu'il y a deux variables. C'est-à-dire que tu vas dériver en considérant x comme la variable, et ensuite tu vas dériver en considérant y comme la variable. Regardez comment est-ce que j'obtiens ces résultats. C'est simple, regardez. Si c'est x qui est la variable, je vais écrire la variable en russe, c'est x la variable. Donc, on va venir x carré, n'est-ce pas? Donc, x au carré, y, n'est-ce pas? Donc, x carré, y. Ensuite, plus exponentielle. Je vais mettre x en rouge pour que vous le voyez bien, x. Et je vais mettre y, ok? Donc, voilà, ça, c'est la fonction. Vue en x, je vois x comme la variable. Donc, quand je vais dériver, c'est x qui est la variable pour moi. Pour moi, y est une constante. On est d'accord. Donc, on va dériver ensemble. Quelle est la dérivée de x carré? Bah, c'est 2x, n'est-ce pas? Y, c'est une constante. On s'en fiche. Donc, ça va donner 2x, y. On est d'accord? Maintenant, regardez si j'ai expo ici y, n'est-ce pas? Donc, expo ici y, quelle est la dérivée? Donc, déjà, rappelez-vous de la formule. C'est pour ça que je dis, rappelez-vous des formules. La dérivée de expo u, je rappelle ça hein, pour ceux qui ont oublié. La dérivée de expo u, c'est quoi? Quelqu'un peut écrire ça en commentaire s'il veut. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds là? Hmm. Les cours, vous les aurez dans le groupe. Pour ceux qui cherchent les cours, vous les aurez dans le groupe. Les cours sont disponibles sur la plateforme officielle de l'université de Lomé, en fait. Ok, vous allez juste sur Moodle, tout ça là. Mais si vous voulez, je vais vous l'envoyer, mais allez sur la plateforme. Ok, ok, c'est bon. Donc, exponentielle de ici, par exemple. Je vais dériver ça. Non, je disais que SPOU. Donc, quelqu'un a écrit quelque chose en commentaire pour la dérivée de SPOU. Je n'ai pas encore vu de bonne réponse là. Dérivée de SPOU. No. Ah. Nobody. 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 No. No, 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 no. Ok, je vais l'écrire. La dérivée de SPOU, c'est quoi? C'est juste U' SPOU. Ou bien, c'est U' SPOU. Hein. Rappelez-vous-en. Ah ouais, il y a des gens qui l'ont écrit. Sylvie l'a écrit, Sylvie l'a écrit. Effectivement, Sylvie. Super, super. Ah ouais, il y a même des gens qui ont donné le résultat final. C'est super. Ouais, c'est super, c'est super. Effectivement. Donc ici, vous allez dériver x fois y. Okay. Donc la dérivée, donc c'est ça qui est le u. Hein, c'est x fois y qui est u, quoi, tu vois. Donc tu dérives x fois y. Donc dérivée de x, c'est 1. Donc le x part, ce qui fait qu'il va rester y. C'est pour ça que ça va donner y
S pour X, Y. Vous voyez? C'est ça que j'ai écrit ici. C'est ça qui est la dérivée de f par rapport à x en fait. Vous voyez? Donc on met le symbole là. Ce symbole signifie dérivée de f. C'est comme ça que vous devez lire ça. Hein. Certains disent delta f sur delta x. Non, non, c'est pas ça. C'est dérivée de f par rapport à x. Vous voyez? Voilà. Donc de la même façon, on peut dériver f par rapport à y. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quoi la dérivée de f par rapport à y ici? C'est ce que j'ai écrit. Donc, c'est y qui est la variable cette fois-ci. Donc, vous voyez que quand j'ai dérivé, ce que j'ai dérivé, c'est y. Ce n'est pas x. Vous voyez? Donc, c'est y. C'est y la variable. Donc, la dérivée de y, c'est 1. C'est pour ça que la dérivée de x carré, ça devient x carré. Maintenant, ici, s ou ici, c'est y que j'ai dérive. Donc, si je dérive y, et quand je dérive x fois y, ça ne donne plus, ça ne donne plus y, quoi, parce que c'est y que tu as dérivé. La dérivée de y, c'est 1, donc ça va rester x, en fait. C'est ça qui ça donne x, s ou ici, y. C'est ce que j'ai mis ici, en fait. Donc, les notations, déjà, j'essaie que vous avez compris. Hein. Si quelqu'un n'a pas compris, il le fait savoir, ok? En commentaire, je vais réexpliquer. Ok, donc je suppose que c'est bon. Donc, notation, des fois, vous allez voir, on va mettre f indice x, on met f, et en bas, on met x. Ça, c'est pour la dérivée de f par rapport à x. Vous allez voir, des fois, on va mettre f et on va mettre en indice y. Ça, c'est pour la dérivée de f par rapport à y. C'est la notation qu'on utilise. Maintenant, on peut dériver deux fois. Vous savez, c'est comme quand vous faites f seconde. On peut dériver deux fois. C'est-à-dire que quand vous prenez, regardez par exemple ici. Dans l'exemple précédent, j'ai vu que fy, par exemple, c'est ça. Non? Donc, fy, c'était quoi? Fy, c'était x carré, n'est-ce pas? Plus x s pour x, y, n'est-ce pas? Maintenant, je peux encore dériver fy. Fy, c'est une nouvelle fonction que je peux dériver. Regardez, si je dérive fy par rapport à x, on met ça fy x maintenant. Ça veut dire que je veux dériver fy par rapport à x. C'est ça qu'on a fy x. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais dériver fy par rapport à x. Donc, j'obtiens fy x. Donc, la dérivée fait quoi? Donc, dérivée de x carré. Hein? C'est x la variable. Okay? Donc, ça fait 2x. C'est x la variable a. Ici, c'est produit. Okay? Donc, je vais dériver d'abord x. Dérivée de x, ça fait 1. Donc, ça va faire plus expo x fois y. C'est bon? C'est u fois v. Donc, ça fait u prime v plus v prime u. Maintenant, je vais dériver expo x, y. Donc, ici, quand on dérive x, ça fait 1. Donc, le y va descendre ça. On va faire plus x, y expo x, y. C'est ça la réponse. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Là, on parle de dérivés croisés. Vous devez maîtriser ces notions-là. Donc, voilà. Quelqu'un demande de réexpliquer. Je vais un peu réexpliquer, ok, pour que tout le monde comprenne mieux. Ok? Donc, quand je parle de dérivés partiels, c'est que ici, il y a plusieurs variables. Je vais donner un exemple simple. Peut-être que l'exemple que j'ai pris est un peu trop compliqué. Je vais encore reprendre un exemple simple pour que vous compreniez mieux, n'est-ce pas? Ok, super. Donc, prenons un exemple simple pour que vous compreniez très bien ce dont je parle. Donc, je vais effacer ça. Ok? Donc, exemple simple. Vous prenez la fonction f de xy qui est égale à x carré plus quoi là? On va prendre x carré plus y seulement. C'est simple. Si je dis fx, ça fait quoi? Écrivez-moi ça en commentaire. Et fy, ça fait quoi? Voilà. Je vais voir si les gens ont déjà compris ce que j'ai dit là. Donc, ici, selon vous, fi, c'est combien? Hein? Je prends une fonction simple. Je prends x carré plus y. Une fonction très simple. Donc, quand je dérive par rapport à x, j'obtiens quoi? Et quand je dérive par rapport à y, j'obtiens quoi en fait? Okay. C'est important de maîtriser les dérivés partiels. Okay. J'espère que après ce live, vous irez calculer les dérivés partiels. Allez calculer les dérivés partiels. C'est la base en physique 106. Ok, c'est la base. Si tu ne sais pas dériver physique 106, ça va tellement te chauffer que tu vas fuir. Donc, j'espère que vous n'allez pas fuir. Ok, donc déjà, fx 2x. Oui, big dom. Super, super, super. FY1, super, 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 super. 2x plus y, il y a problème, il y a problème. 2x plus y, pourquoi c'est pas 2x plus y? Tu as oublié de dériver y. Y, quand je dis fx, maintenant y là, c'est une constante. Tu vois, y c'est une constante. C'est pour ça que quand tu dérives y, c'est 0. Genre pour fx, y est une constante en fait. Donc, quand tu dérives y là, c'est 0. C'est comme dérive de 3, dérive de 5, c'est 0. Donc, quand tu dérives f, c'est 2x plus en fait 0 et ça donne 2x. Tu comprends, non? Ok. Super, j'espère que vous avez compris. Fy, simple. Donc là, tu dérives maintenant. Maintenant, x n'est plus. X est la constante, quoi. Comme x est la constante, donc x au carré, ça dérivé, c'est 0, tu vois. Donc, tu dérives, c'est 0. Donc, bon, tu dérives y, ça donne 1. Parce que c'est y la variable, hein. C'est y la variable, donc ça fait 1. Vous voyez, vous comprenez? Ok. Super, 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 super. Maintenant, je vais vous faire une petite remarque. Regardez. Si vous dérivez, quand vous prenez ça là,
C'est FX. Hein. Si vous dérivez maintenant FX par rapport à Y, ça va donner quoi? C'est ça qui est FXY. Ça donne quoi? Je dérive FX qui est 2x là. Et puis je dérive maintenant par rapport à Y. Vous voyez? Ça vous donne quoi? FXY. Ça donne. Je vais voir si les gens ont répondu. Les gens sont en train de réfléchir. FXY. 0. Ouais, ouais, ouais. Cabanel. Super. Cabanel, ah bon. 0, 1, 1. Non, 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 non. C'est pas 1, c'est 0. C'est 0. Ok, c'est 0. Super. Ok. Maintenant, FYX aussi, vous voyez que ça donne 0, non? Parce que déjà, FY, quand vous ne dites pas, ça fait 0. Qu'est-ce que vous remarquez? Les deux fonctions là sont les mêmes. Vous remarquez ça? Les deux fonctions là sont les mêmes. C'est-à-dire, vous remarquez que FY a donné quoi? FYX. En fait, il y a un théorème en mathématiques, ok, qui est dans votre cours de physique 106 notamment, qui dit que les dérivés croisés, c'est ça qu'on appelle les dérivés croisés, quoi. Quand tu dérives par rapport à X et après tu dérives par rapport à Y, ça donne la même chose que celui qui dérive par rapport à Y et après dérive par rapport à X. Mais dans le cas où la fonction est de classe C1, bon, je viens d'utiliser un gros mot que vous n'allez pas forcément comprendre. Mais bon, comprenez, classe 1 par bonne fonction. Bon, après, bon, je ne vais pas vous embrouiller avec, mais sachez que la plupart du temps, bon, c'est pas la plupart du temps, mais pour des fonctions de classe C1, pour des fonctions qui sont en fait dérivables et à dérivée continue, voilà, les deux dérivés là sont les mêmes. Il y a des cas où ce n'est pas les mêmes. Ok, mais pour des fonctions qui sont dérivables et dont la dérivée est continue, cette propriété-là est vérifiée. Ok, donc, bon, c'était une petite remarque. Donc, ça, c'est des exercices que je vais vous demander de faire. Ok, donc vous allez le faire et envoyer vos résultats dans le groupe. Je vais prendre un malin plaisir à corriger ça. Ok, vous allez faire ces exercices-là. Ok, et vous allez envoyer vos résultats dans le groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, dans lequel je vais vous corriger. Ok, je ne vais pas corriger ça dans ce live-là parce que je veux que vous travaillez seul. Parce que la force de l'étudiant, je vous l'ai dit, c'est le travail seul, c'est d'être autodiscipliné. C'est très important, c'est très important. Ok, d'apprendre à travailler seul, c'est très important. Ça va vous aider, pas seulement au campus, mais dans la vie. Donc, ce exercice, je vous donne, c'est un défi pour vous. Je vous demande de calculer FIC et FY. Dans ces cas, vous envoyez les résultats dans le groupe. Je serai vraiment ravi de voir ce que vous allez faire. Ok. Donc, le PDF, je l'enverrai dans le groupe, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui est sur l'écran, voilà. Prenez des notes, hein, prenez des notes, ok, sur des points. Vous n'avez pas besoin de prendre toutes les notes. Ouais, une petite pause pour vous en parler. Les gens vont en amphithéâtre et ils sont là et puis ils copient. Genre, ils copient tout. Non, en fait, copier, c'est différent de prendre note. Hein. Prendre note, c'est tu suis avec attention. Tu comprends quelque chose et tu écris ce que tu as compris. Pas forcément exactement ce que le prof a mis, mais tu écris ça à ta façon. C'est ça, en fait, prendre note. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous conseille de ne pas aller en amphi pour copier. Non, ça ne sert à rien. Le truc est déjà dans ton cours. Donc, et toi, tu vas pour aller copier alors que c'est déjà dans le PDF. Tu copies encore. Ça sert à quoi? Tu perds ton temps. Tu suis attentivement ce que le prof fait. Tu comprends ce qu'il fait et tu notes ce que tu as compris. C'est ça. Ok. C'est la même chose que vous devez. C'est cette approche que vous devez avoir. C'est quel lieu? Physique 106. Physique 106. Ok. Pour intégrer le groupe, j'ai épinglé mon numéro. Écrivez-moi. Ok. Apparemment, il y a un petit souci. Il y a un petit souci technique. Euh, Est-ce qu'il y a un petit souci technique? J'ai l'impression que vous n'arrivez plus à me suivre. Qu'est-ce qui n'arrive plus à apparaître là déjà? C'est c'est l'écran en fait. C'est le numéro. Ah, ok. Ah ouais, là, le numéro n'est plus là. Ok, là, je vais l'écrire pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Ok, donc 70 47 64 31, c'est le numéro. Donc, je vais l'envoyer, l'épingler déjà. Ok, donc je viens de l'envoyer, je vais l'épingler. Pin comment. Ok, I suppose that is okay now. Ok, is it okay? Is it okay now? Yes, ok, fine. Ok, ok, next up. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, voilà. On va parler de gradient. Ah ouais. Ça, c'est une notion, en fait. Je me rappelle les premières fois qu'on voyait ça dans les cours de physique, on était terrifiés, hein. Là, toi, tu viens au lycée, on te parle de gradient. Tu n'as jamais entendu parler de ça. Donc, c'est quoi le gradient? C'est une notion qui est très importante en sciences et que vous devez maîtriser, en fait.
Donc, la notion de gradient, c'est très simple. C'est juste que quand vous avez une fonction, vous savez, cette fonction, vous prenez par exemple une fonction en deux variables, f de x, y. Vous voyez, cette fonction, elle a deux variables. Et donc, on peut associer à cette fonction deux dérivées, n'est-ce pas? La dérivée par rapport à x, fx, et la dérivée par rapport à y, fy. Maintenant, quand on a deux choses, on peut former en mathématiques ce qu'on appelle quoi? Ce qu'on appelle quoi? Un vecteur. Donc, on peut former le vecteur dont l'abscisse est fx et dont l'ordonnée fy. Ce vecteur porte un nom en mathématiques. Ce nom, c'est gradient. Voilà, c'est simple. Donc, le vecteur formé par les dérivées partielles d'une fonction constitue ce qu'on appelle le gradient de cette fonction. Vous avez compris? Très simple, n'est-ce pas? Donc, le gradient, c'est juste un vecteur, okay, qui est constitué dans l'ordre, voilà, par les dérivées partielles de cette fonction. Donc, quand on vous demande de calculer le gradient, oh, ne soyez pas effrayés, c'est simple. Donc, regardez, vous allez m'écrire en commentaire, c'est quoi le gradient de la fonction là? X au carré plus y. Vous voyez, x au carré plus y que j'ai écrit là. Écrivez-moi en commentaire, c'est quoi son gradient? Je vais voir si vous avez compris cette notion. Okay, c'est quel vecteur? C'est le vecteur constitué de quoi et quoi? Vous mettez juste parenthèse, vous écrivez ça, virgule, ça. Et voilà. Écrivez-moi. C'est quoi la première composante? C'est quoi la seconde composante? Écrivez ça en commentaire. Le gradient de cette fonction. C'est, je le rappelle, le vecteur qui est constitué par, voilà, les deux dérivées. La première et la deuxième. OK? Donc, les deux dérivées partielles. Okay? La première dérivée partielle et la seconde dérivée partielle constituent la notion de gradient. Very good. 2x plus 1. 2x plus 1. J'ai une première notion. OK. Et qui d'autre? Quelqu'un a dit 2x plus 1. Quelqu'un a dit 2x y. OK. Quelqu'un a dit 2x y. Je vais voir s'il y a encore une autre réponse. Quelqu'un a dit 2x 1. OK. Quelqu'un a dit 2. OK. Very good. OK. La bonne réponse, roulement de tambour, c'est quoi? Je vais encore attendre un peu pour que les gens disent 2x plus 1, 2x plus 1, 2x plus 1. Non, non, c'est pas 2x plus 1. La bonne réponse, c'est ça. C'est Wina, je pense. Wina est vraiment Wina, hein? Wina, vraiment Win. Donc, Etienne Boy, very good, very good. Les autres, c'est bon d'avoir essayé, c'est bien. C'est bien d'avoir essayé. OK. La bonne réponse, c'est 2x1. C'est 2x1 la bonne réponse. C'est que, voilà, c'est pas la somme. J'ai pas dit que c'est la somme, hein. J'ai pas dit que la somme. J'ai dit que c'est un vecteur. Donc, déjà, ça ne peut pas être 2x plus 1. Est-ce que 2x plus 1, c'est un vecteur? Non. 2x plus 1, c'est un scalaire. C'est qu'on appelle un vecteur en mathématiques. Un vecteur, c'est quelque chose qui véhicule plusieurs choses en même temps. Il véhicule l'abscisse, l'ordonnée, la courbe, par exemple, c'est un vecteur. Il véhicule première composante, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, c'est un vecteur. Donc, quand vous donnez un vecteur, en fait, il doit avoir plusieurs composantes déjà. Donc, ici, le gradient, c'est le vecteur constitué de 2x et 1, effectivement. C'est bon? Ok, very good. Non, c'est pas grave de se tromper, en fait. C'est pas grave de se tromper. Vous aurez des échecs, c'est vrai, mais que ça ne nous arrête pas. Okay? Donc, ça ne veut pas dire que prochainement, vous n'allez pas répondre. Répondez toujours, même si vous faussez, c'est pas grave. Hein? On apprend de ses erreurs. Ok, very good. Donc, le gradient, c'est 2x1. J'espère que vous l'avez compris. Okay. Donc, le gradient de cette fonction était constitué simplement de ces deux dérivées partielles qu'on avait calculées avant. Si vous vous rappelez bien, cette fonction, c'est un exemple que j'avais donné. On avait calculé fx, ça c'est fx, et ça c'est fy. Okay. Maintenant, pour les notations, vous allez voir qu'on a mis, on a mis comme ça. Vous savez comment on appelle ce symbole? Voilà, c'est un symbole grec. Ça se lit nabla. C'est le symbole nabla. Genre dans les lettres grecques, ça là, ça se lit nabla. C'est le delta qu'on a renversé, quoi. C'est le delta qu'on a renversé. Ça se lit nabla. Et quand on met nabla et f, on dit ça gradient de f. Dans votre cours, vous allez voir cette notation aussi, gradient de f. Et on met une flèche sur ça. Pourquoi est-ce qu'on met une flèche sur ça? Parce que c'est un vecteur. Parce que c'est un vecteur. Vous voyez, c'est ça. Donc, Rabanel dit qu'il ne comprend pas. Je vais un peu réexpliquer donc, cette notion donc, de gradient rapidement. Donc, je dis que le gradient, okay, le gradient d'une fonction, je vais écrire la formule. F, c'est juste okay, un vecteur qui a deux composantes. La première composante, c'est la dérivée de f par rapport à x. Et la deuxième composante, c'est la dérivée de f par rapport à y. C'est ça le gradient. Donc, si vous prenez la fonction f de xy qui est égale à x au carré plus y au carré, par exemple, sa dérivée par rapport à x, c'est combien? C'est x carré, je dérive, ça fait 2x. Y carré, sa dérivée, ça fait 0. Parce que j'ai dit que j'ai dérivé par rapport à x. Donc, ça veut dire que y est une constante. Donc, quand vous dérivez, ça fait 0. Donc, en fait, c'est 2x plus 0, quoi. Donc, ça fait 2x. Fy, ça fait quoi? Ça fait
c'est y maintenant la variable, hein. Donc ça fait x, sa dérivée c'est 0, y, sa dérivée c'est 2, y carré, sa dérivée c'est 2y, donc ça fait 2y. Ça veut dire que le gradient de f est quoi? C'est l'ensemble, c'est le vecteur constitué par les deux f, x et f, y. Donc je vais écrire d'abord f, x, et après je vais écrire f, y. Donc c'est ce vecteur qui est le gradient. J'espère que vous avez compris, hein? Ok? Ok, j'espère que c'est bon. J'ai repris un exemple. Donc, s'il y a une notion, si vous n'avez pas compris précisément, dites-moi, effectivement, là où vous n'avez pas bien compris. Comme ça, je serai bien précis dans mes explications. Ok? Ok, very good. Donc, c'est quoi cette notion de gradient? À quoi ça sert finalement en physique? Donc, quand je parle de dérivée partielle, déjà, en physique, vous allez beaucoup l'utiliser, la notion de gradient. Donc, vous aurez, genre, attendez-vous, ok, à ce que vous ayez, soit en physique 104 ou en physique 106. En fait, chaque année, vous avez les épreuves d'examen. Donc, ces exercices-là, en fait, qui parlent de gradient. Vous voyez, donc c'est important de maîtriser cette notion de gradient, évidemment. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Ce n'est pas pour rien que j'en parle. Ok? Donc, très, très important. Voilà. Vous allez vous rappeler de moi sur l'épreuve de physique 104 ou bien physique 106 cette année. Et vous verrez ce dont je parle. Donc, déjà, en physique, on parle de force conservative. Ok? Donc, certainement que vous avez déjà parlé de ça. On dit que le poids est une force conservative, par exemple. En fait, en physique, on parle d'une force conservative, une force F qui dépend de deux variables x, y. On dit qu'elle est conservative. Ok? Euh, voilà, il y a une question en commentaire. Le gradient entre dans quel calcul? Voilà, c'est ce que je cherche à expliquer. Ok. Donc, en fait, en physique, le gradient nous permet de savoir, de reconnaître les forces qui sont conservatives, en fait. Donc, une force conservative, de façon, d'un point de vue mathématique, ok, c'est juste une force, ok, pour laquelle on peut trouver un potentiel U, tel que F égale à moins gradient de U. Voilà. Retenez bien cette formule. J'ai mis F égale à quoi? Moins gradient. Je vais écrire ça avec grade, avec moins gradient de U. U s'appelle le potentiel. U, c'est le potentiel. U, c'est le potentiel. F, c'est la force ici. Des fois, ça peut être un champ. C'est la force ici. Donc, une force qui est reliée avec cette relation, une force, ok, pour laquelle on peut trouver un potentiel U, vérifiant la relation F égale à moins gradient de U, est appelée force conservative. C'est une définition. Une force est dite conservative lorsque on peut trouver une fonction U telle que F égale à moins gradient de U. Et ce va. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que le poids est conservatif? Je vais vous expliquer. Vous savez, la formule de l'énergie potentielle, c'est laquelle? Je pense l'énergie potentielle. Ça, je vais l'expliquer un peu graphiquement. Je vais voir si je peux insérer ici une page blanche déjà. Donc, voilà. Plain, yes, is good. Now, ok, very good. Donc, je vais essayer d'expliquer ça. Donc, vous savez, je vais essayer d'expliquer sur cette page un peu la notion de... Alors, il y a quelle différence entre gradient? Il y a beaucoup de questions en commentaire, hein. Euh, F c'est qui est en coordonnées de vecteurs. MGH, ouais, super. Donc, je vais essayer d'expliquer ça. Donc, en fait, je rappelle, la notation, je disais que la notation, là, ça signifie, ça se lit, hein, ça se lit. C'est la lettre grecque, c'est la lettre grecque utilisée pour quoi? Nabla. C'est la lettre grecque appelée Nabla. Vous voyez, non? Maintenant, cette lettre grecque-là, on l'utilise pour noter le gradient. C'est une notation pour le gradient. C'est comme, par exemple, vous savez que souvent, G, la pesanteur, vous notez ça G, non? La pesanteur, vous notez ça G. G, puis sa valeur, c'est 9,8, je ne sais pas, comme ça. Donc, de la même façon, le gradient, là, on note ça souvent avec la lettre grecque Nabla. C'est juste une notation qu'on utilise. Okay? Donc, des fois, dans certains cas, vous allez voir Nabla F comme ça. Dans d'autres cas, vous allez voir, vous allez voir, c'est la même chose que gradient de F. Ouais, gradient de F. C'est ce que j'ai expliqué en fait. Ok. Voilà. Donc, j'ai expliqué en fait que voilà, une force est conservative si elle possède une énergie potentielle. Je vous donne un exemple avec le poids. Donc, vous savez, imaginez que vous êtes dans un repère à deux dimensions et puis il y a un solide qui est là. Je vais dessiner quoi? Je vais dessiner un bon petit boutoucoin là. Vous aimez les boutoucoins, non? Un bon beignet ici. Donc voilà, j'ai mon beignet là.
Et mon baillet géant, il y a son centre de gravité, évidemment, qui est ici, par exemple, G. OK? Et ce centre de gravité G, il est repéré par son abscisse X et par son ordonnée Y, vous savez. Donc, vous savez que l'énergie potentielle, la formule de l'énergie potentielle, c'est quoi? L'énergie potentielle, on va mgh. Non? Supposons que ça, c'est la hauteur. C'est la hauteur qui est Y, quoi. C'est la hauteur qui est l'ordonnée de là à là, là. C'est ça qui est Y, c'est ça la hauteur. H égale à Y, quoi. C'est ça qui est l'ordonnée ici. Donc, l'énergie potentielle, quelqu'un a écrit en commentaire, mgh. Etienne, super. Donc, EP égale à MGA, c'est bien ça la formule. Donc MGH, ici ça fait MGY, parce qu'avec la variable Y, ça fait MGY, vous voyez. Donc c'est ça l'énergie potentielle en fait. Donc ensemble, on va calculer le gradient de l'énergie potentielle. On va calculer ensemble le gradient de l'énergie potentielle. Donc on va calculer l'énergie potentielle. Donc je vais noter ça V, genre potentiel. Souvent les mathématiciens notent ça V ou bien U. On va noter ça V. Posons V égale à EP. Et on va écrire tout ça égal à mg y. C'est bon, non? Donc, ça veut dire que l'énergie potentielle, c'est V égale à mgy, ok? Donc, ensemble, on va calculer les dérivés de V. On va calculer Vx et Vy. Donc, écrivez-moi en commentaire. Ah ouais, je ne vais pas vous calculer moi le gradient de V. Je vais voir si les gens vont trouver. Gradient de V, je vais voir ce que les gens vont trouver en commentaire. Le gradient de V, c'est quoi? Voilà. C'est quel vecteur? Je vais voir si déjà les gens vont trouver. Voilà, le gradient de V. Vous devez voir V comme deux variables. V, regardez V comme une fonction qui a deux variables, X et Y, quoi. X et Y. Et sa valeur, c'est ça qui est MGY. Donc, vous calculez moins son gradient, je vais voir. Voilà. Le gradient de V. Je vais voir si les gens vont trouver. Il faut apprendre de vos erreurs. Hein. Il ne faut pas être garou deux fois. C'est ce que les Ivoiriens disent. Il ne faut pas être garou deux fois. Donc, je vais voir si les gens sont garous deux fois là. Wow, 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 wow. Ok, je vois. Les gens ne sont pas garous deux fois. Hein? 0 mg, 0 mg, 0 mg. Ah ouais, super, tout le monde a trouvé. C'est bon. Ouais. Hmm. En fait, c'est nul. Qu'est-ce qui est nul? C'est la dérivée de V par rapport à X qui est nul. Okay? Parce que V, c'est mgy. Il n'y a pas X dedans. Quoi. Donc, quand vous dérivez par rapport à X, vous mettez dérivée par rapport à X, dérivée par rapport à Y. La dérivée par rapport à X, vous voyez que c'est 0, non? Dérivée par rapport à X là, tout le monde voit que c'est 0. Dérivée par rapport à Y là, ça fait combien? Mg. Parce que voilà, on dérive, il va rester mg. Donc ça fait mg. Donc c'est bien 0 mg. C'est ça le gradient en fait. Ouais, c'est le gradient de V en fait. Okay, maintenant, si vous voulez écrire ça en fonction de vecteur I et vecteur J, ok, ça là, ça veut dire que ça fait 0 fois I. Ça fait 0 fois I. Est-ce que vous voyez? Plus mg fois quoi? Fois J. Ou bien, ça fait 0 fois I plus mg fois J. Vous voyez, non? C'est ça le gradient. Donc, ça fait quoi alors? Ça fait mgj, non? Parce que ça, c'est l'abscisse, ça, c'est l'ordonnée, quoi. Donc, ça fait mgj. Gradient de V, c'est ça. Maintenant, on va retourner à mon petit dessin de Boutoucoin, là. On va retourner un peu à mon petit dessin de Boutoucoin. Mon petit beignet. Où est mon petit beignet, là? Voilà. Il a qu'à revenir ici. Je prends mon petit dessin de Boutoucoin et je vous montre un petit truc, en fait. Avec la formule que l'on vient de voir. Tu n'es pas compris. Et oui, c'est normal, c'est des notions qui sont nouvelles. Je suis conscient que je vous bombarde avec beaucoup de notions nouvelles, mais c'est comme ça. Adaptez-vous. Je vais un peu réexpliquer. Donc, le gradient, je dis que le gradient, c'est quoi? D'abord, l'énergie potentielle, vous savez, l'énergie potentielle d'un corps, c'est la masse fois G fois la hauteur. C'est ça l'énergie potentielle. Donc, ici, je prends un point qui est dans la hauteur est Y, quoi. La hauteur de mon point là, c'est ça qui est Y. La hauteur, c'est juste la distance par rapport au sol, non? Ok, c'est bon, à peu près. Voilà, je pense ça comme ça. Et puis, je définis une énergie potentielle que j'ai noté V. V, c'est juste une notation. V, souvent le mathématicien, ou bien le physicien note V, le potentiel. Il note ça tout ce qui est énergie potentielle, ou bien tout ce qui est potentiel. Il note ça V en fait. Ok. Et donc, V ici, c'est mg fois Y. Vous voyez, donc V ici, c'est mg fois Y. Et V, c'est comme une fonction qui a deux variables. Parce que, quelque part, le point, il dépend de... Le point A, on a une abscisse qui est X et une ordonnée qui est Y. Donc, le potentiel V dépend de X et Y. Ok, et sa formule, c'est mgy. C'est-à-dire que la formule du potentiel ici, c'est V de XY égale à mgy.
Vous voyez, donc ça, c'est la formule du potentiel. Maintenant, moi, ce que moi, je veux vous demander, c'est juste, on va calculer ensemble le gradient du potentiel. Donc, le gradient du potentiel, c'est le fait de regrouper dans un vecteur les deux dérivées. La dérivée par rapport à x et ensuite la dérivée par rapport à y. C'est les deux choses-là que vous mettez ensemble et vous avez le gradient. Donc, ici, la dérivée de cette fonction par rapport à x, bon, regardez, il n'y a pas x dedans. Il y a m, il y a g, il y a y, mais il n'y a pas x. Donc, ça, du coup, quand tu dérives par rapport à x, ça va donner 0. Parce que c'est une constante, ok? Par rapport à y, c'est une constante. C'est ça, c'est le 0. C'est ça qui explique le 0. Dérivé par rapport à y, là, quelle est la dérivée de y? Si on dit que c'est y qui est la variable. Regardez, quand on dérive x, c'est 1. Non? Dérivé de x par rapport à y, c'est 1. Dérivé de y par rapport à y aussi, c'est 1. Vous voyez? C'est juste qu'on a changé de nom. Au lieu de dire x, on a dit y. Ok, donc c'est la même chose. Donc la dérivée, c'est toujours 1. Ok, donc ça veut dire que la dérivée de y, c'est 1, ce qui fait que la dérivée de v, ça va faire mg. Parce que le mg, là, c'est une constante au final. Donc, c'est ça qui explique le gradient de V ici. OK? Donc, en fait, quand vous avez un vecteur, vous savez, regardez, quand vous avez le vecteur 3, 4, vous savez qu'on écrit ça quoi? 3i plus quoi? 4j. Ça, c'est en classe de troisième. OK? Un vecteur 3, 4, 3i plus 4j. Là, ça doit passer, n'est-ce pas? OK, very good. Ça doit passer. Ça passe, ça passe, ça passe. Les gens disent que je suis bon, mais je n'ai encore rien fait. Merci quand même. OK. Donc, ici, le vecteur, c'est 0 mg. Ça fait 0 fois i plus mg fois j. Donc, ici, ça fait mgj. C'est ça le gradient de v. On est d'accord. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez le dessin que je faisais avant. C'est quoi la formule du poids? Very good. Donc, suppose que la masse est m. Hein? Okay? Le poids ici, c'est quoi? Le poids, le vecteur poids. Ou bien, bon, laissons vecteur, le poids même là. Ça donne quoi? Le poids. C'est quoi? P égale à classe de troisième, hein? Mg. Ah, ok. Tout le monde a dit ça, Mg. Rapidement. Mg. Le poids, c'est Mg. Maintenant, si je veux que c'est en termes de vecteur, ça, c'est le poids sans vecteur. Maintenant, si je mets ça flèche là, le poids, c'est quoi? C'est là que je vais voir. C'est maintenant que je vous attends. C'est maintenant que je vous attends. Je vais voir ce que vous allez dire. Le poids, le vecteur poids là, c'est quoi? Ça, c'est P égale, ça tout le monde sait. Maintenant, vecteur poids. Notez que le vecteur I ici, il est comme ça. Et le vecteur J ici, il est comme ça. Et j'explique ça. Je vais voir si, voilà, le vecteur poids. MG vecteur, MG vecteur. Je ne vois pas encore quelque chose de bon hein, dans les commentaires. MG vecteur. C'est pas bon. M fois vecteur G. M fois vecteur G, c'est bon. M fois vecteur G, c'est bon. Mais je veux encore plus que ça. Je veux ça en fonction de I et J. Je veux ça en fonction de I et J. M fois vecteur G, c'est bon. Je suis le vecteur M, M fois vecteur G. Ça, c'est bon. OK. Mais vous pouvez écrire ça encore plus que ça. OK. Le vecteur G, là, il est descendant. Vous savez que la pesanteur, ça va en bas, non? Le vecteur G, là, c'est un vecteur qui est descendant. Donc, il est opposé à J. Ouais, le vecteur G, là, il descend. Encore, la pesanteur, ça descend. Tout le monde sait ça. Donc, le vecteur G, il est opposé à J. Donc, G, ça fait moins. Voilà, c'est ça. Moins MGJ, c'est ça. Donc, le vecteur G, là, le vecteur G, ça fait moins G fois J. Le moins, c'est pour dire qu'il est opposé à J. Vous voyez? C'est pour ça que quand on place le vecteur G donc par moins GJ, vous aurez donc ici moins MGJ. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que le vecteur G, vous allez remplacer par moins GJ. Et donc, vous avez moins MGJ. Donc, le poids, c'est moins MGJ. Maintenant, regardez. Regardez les deux formules. Je sais que c'est bon pour tout le monde. Moins, parce que j'ai écrit le vecteur S sur. C'est pourquoi j'ai fait parenthèse. Ok. Je sais que vous avez raison. Hein, mais vous ne m'avez pas convaincu quand même. Donc, le gradient de V, c'est MGJ. Ok, maintenant on va comparer les deux formules. On va résumer. Donc, on a ensemble remarqué que le gradient c'était quoi? On a remarqué que le gradient c'était MGJ. On a remarqué ensemble que le gradient, je vais synthétiser, le gradient de V, c'est quoi? C'est quoi? C'est MGJ, non? C'est MGJ. C'est super MGJ. C'est ça le gradient. Et le poids, on a trouvé que le poids, lui, ça fait quoi? Je vais résumer. Ça fait moins MGJ. Maintenant, je vais vous demander, à partir de ces deux formules, donnez-moi une relation. Donnez-moi, à partir de ces deux formules, une relation entre P et le gradient. Je vais voir. À partir des deux formules que je viens d'écrire, je vous demande de me donner une relation entre le poids P
et le vecteur gradient V. Regardez, le gradient c'est mgj. Le poids c'est m moins mgj. Écrivez-moi en commentaire la relation entre le poids et le gradient. Le poids et le gradient. Relation entre ces deux choses. Le poids P et le gradient de V. Gradient de V égale à moins P. P égale à moins gradient de V. Gradient égale à moins P. Super, tout le monde a compris. Donc le poids, c'est moins le gradient, bien le gradient, c'est moins le poids. C'est la même chose. En physique, on dit que le poids dérive du potentiel. On dit que le poids dérive du potentiel. C'est ça la définition. Parce que le poids, le gradient, c'est en quelque sorte, quand on utilise le mot dérive, parce que le gradient, comment on a fait pour calculer le gradient? On a dérivé. On a dérivé, on a dérivé, on a dérivé. On dit que le poids dérive du potentiel. P dérive de V. On dit que le poids est conservatif. Une force est conservative si elle dérive d'un potentiel. Very good. C'est ça que vous avez compris. Donc, le poids est donc une force conservative. Notez ça. Le poids est une force conservative parce qu'elle dérive de l'énergie potentielle, ok, par la formule P égale à moins gradient de V. En général, ok, en physique, on dit qu'une force dérive d'un potentiel si, ok, on peut trouver cette relation-là, ok, donc que j'ai donné dans la définition. Donc, un champ de force F de ici est conservatif. Okay. Ou bien des fois, il y a plusieurs vocabulaires. Okay. Il est dit conservatif, okay. Ou bien il dérive d'un potentiel. Lorsqu'il dérive d'un potentiel, okay. S'il existe un potentiel U tel que la force F, ça fait moins le gradient du potentiel U. J'espère que vous avez compris. C'est cette notion-là en fait. Very good. Is that good for everyone? Ok, donc un exemple. J'ai donné un exemple. Un ici. Bon, on n'aura pas le temps d'en parler. Moi, je veux parler de maths. Vous voyez, non. Je suis mathématicien à la base. À la base, je ne suis pas un physicien. Je viens de faire le travail de physicien ici. Donc, je vais parler de maths. Donc, l'exemple là, je vais vous laisser le lire après. Je vous en ferai, ne vous inquiétez pas. Ce cours que j'ai écrit, je vous l'enverrai. Vous aurez le temps de le parcourir vous-même. Ok. Donc, c'est ça. Mais cette notion-là, dont je viens de vous parler, prenez le temps après d'en reparler. Parce que comment la question vient souvent? On va vous donner une force. Vous voyez l'exemple de cette force-là. Ouais. Donc, ça, c'est un exercice qui peut revenir, qui peut venir déjà à l'examen même. C'est un truc qui peut venir à l'examen. On vous donne une force et on vous pose la question. Est-ce que cette force dérive d'un potentiel? Si oui, trouvez ce potentiel. C'est ce genre de question que j'ai répondu dans cet exemple. Est-ce qu'une force dérive d'un potentiel? Première question. Est-ce qu'une force dérive d'un potentiel? La première question que vous devez vous poser. Comment je fais pour savoir qu'une force dérive d'un potentiel? Ok, même si je sais que cette force dérive d'un potentiel, comment je trouve le potentiel? Deux questions. Et ça, c'est exercice 0. Et quand ça vient, on ne compte même pas. C'est exercice 0, quoi. C'est-à-dire que vous êtes censé savoir ça. Vous voyez à quel niveau on vous met à un niveau incroyable à l'université. Ce qui n'est pas forcément le cas. Non. C'est pour ça que je dis, formez-vous. Very important. J'aurai le temps de revenir sur ces deux questions durant nos prochaines séances. Donc, continuons. J'ai donné même un exercice, ok, que vous allez faire. Vous allez envoyer également les résultats dans le groupe, ok, et je vais corriger, ok, very good. Donc, euh, maintenant, il nous reste à peine 7 minutes pour 21 heures. Je vais donc vite clore notre petite séance de physique 106 en parlant vraiment, en fait, ce dont je vais parler, en fait, dans le cours de physique 106, c'est ça qui est les rappels mathématiques. Ok, donc, ça, c'est les rappels mathématiques. Donc, on n'a même pas encore commencé physique 106, en fait. Ça, mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire physique 106, ce qu'on est en train de faire. C'est à ce niveau-là qu'on vous met. Vous voyez? Donc, en physique 106, vraiment, ce dont vous allez parler, c'est il y a un problème de son. Apparemment, il y a un problème de son. Peut-être ma voix est en train de décroître parce que je parle trop. Ah, ça va bien. Bon, est-ce que le son, est-ce qu'il est mieux? Ou bien, est-ce que l'eau, il a fait son travail? Ou bien, c'est pire? Peut-être que c'est un problème de connexion. Je ne sais pas trop. Je vais voir les interfaces si c'est bon. C'est bon?
Au niveau du son maintenant, ou bien c'est toujours la même chose? Peut-être que c'est un problème de connexion. Vous savez, ok. Ok, c'est bon. Je suppose que c'est bon au niveau du son ou pas. Bon, les gens disent qu'il y a toujours le problème de son, apparemment. Ce que je vois. Euh, ok, c'est bon. Ok. Ok. Bon, là, on y va. Donc, je disais que vraiment, dans le chapitre 2 de Physique 106, ce que vous allez faire, c'est parler de vecteur position. Ce que vous avez déjà fait, en fait, en première... comment je dis? En cinématique, voilà. S'il vous plaît, retournez à vos cours de cinématique. Ok? Cours de cinématique de terminale ou bien première, je sais pas trop. Vous prenez le cours de cinématique et vous le lisez. Voilà, ça contient une petite partie de ce que vous ferez dans le chapitre de cinématique du point. Vous allez parler de vecteur position, de vecteur vitesse, de vecteur accélération. Vous voyez? Donc, vous allez parler de ces notions-là en physique 106. Voilà, vous allez parler de ça. Donc, ici, j'ai représenté un vecteur position. Mais rapidement, je vais vous introduire, je vais vous introduire comment vous allez apprendre le cours de physique 106. OK? Donc, d'abord, vous devez savoir, évidemment, c'est quoi le vecteur position? C'est juste le vecteur OM, n'est-ce pas? Le vecteur OM, c'est ça le vecteur position, n'est-ce pas? Donc, un point M est repéré par ici son abscisse et par son ordonnée. Mais vous savez, ce n'est pas, il y a plusieurs façons d'indiquer où se trouve un point. Si je dis où est M, à la question, on peut répondre de plusieurs façons. On peut répondre de plusieurs façons. Où se trouve M par rapport au point O? Une façon de faire, je vous montre une façon de faire. Donc, une façon de faire, c'est ça. Où se trouve M? La première réponse, c'est la réponse de Descartes, la réponse cartésienne. OK? C'est la réponse cartésienne. Ça, on parle de repère cartésien. Où se trouve M? Donc, où se trouve M si je suis en eau? Comment je fais pour trouver M? La première réponse est, OK, si tu veux tomber sur M, marche vers la droite de X km par exemple. Je fais X km vers la droite. Et après, monte de Y km. C'est ça qui donne l'abscisse et l'ordonnée. C'est ça la première réponse de Descartes. Donc, un point est repéré par son abscisse et par son ordonnée. Est-ce que vous voyez ça? Par son abscisse et par son ordonnée. Et là, on parle de repère cartésien. Et donc, ce que vous allez apprendre donc, dans le cours de physique 106, c'est donner l'expression du vecteur position, OM, en fonction de X et Y. Ça sera forcément X, I plus YJ. Ensuite, donner l'expression du vecteur vitesse, qui est X point I plus Y point J. Ensuite, donner l'expression du vecteur accélération, vous devez vous rappeler de ça, qui est ici X2.I plus Y2.J. Ça, c'est la classe de terminale. La vitesse, c'est la dérivée de la position. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Maintenant, il n'y a pas qu'une... Ça, c'est la façon de Descartes. Maintenant, on peut faire autrement. Voilà. Donc, deuxième façon de faire, c'est ce que vous verrez dans votre cours. OK? La façon cylindrique. Bon, moi, je vais vous montrer ça en coordonnées polaires. Okay. Mais c'est la même chose. On parle de repère cylindrique, mais bon. Voilà. La deuxième façon de faire, où se trouve M, c'est... Voilà, je vais dire... Voilà, pour dire à quelqu'un où se trouve M, supposons que la personne est comme ça. Je vais lui dire, tourne d'un angle. Je vais lui dire, genre, la personne était comme ça. Elle regardait en fait de ce côté, par exemple. OK? Je vais lui dire, tourne-toi d'un angle de 45 degrés, par exemple. Tourne-toi d'un angle θ. Je vais lui demander de se tourner d'un angle donné. Un angle θ. Et ensuite, quand il tourne de cet angle, maintenant il est comme ça. Hein. Maintenant, je vais lui dire, avance de 3 km, avance de 20 km, avance de... Donc, il va avancer d'une distance R. Donc, vous voyez que si je vous donne l'angle θ, par exemple, θ à 45 degrés, par exemple, et R, je vous dis que R, c'est par exemple 10 cm, par exemple, vous pouvez placer le point M. C'est une autre façon de repérer le point M. Cette façon de repérer le point M, c'est ce qu'on appelle le repérage polaire. Polaire. Bon, vous allez voir dans le cours, on a mis cylindrique. C'est quasiment la même chose, sauf que cylindrique, c'est en 3D, alors que polaire, c'est en 2D. OK? Mais il faut comprendre polaire avant de comprendre cylindrique. OK? Donc, et là, vous devez maintenant apprendre à trouver le vecteur position en fonction de R et θ, en fonction de
R et θ. Le vecteur vitesse en fonction de R et θ, c'est là où on va dériver. Vous voyez qu'il y a déjà deux variables. C'est pour ça que je vous ai parlé de dérivée partielle. Ce n'est pas pour rien. Parce que le vecteur position dépend de R et θ. Donc la vitesse, c'est la dérivée. Donc vous aurez à faire des dérivées partielles par rapport à R, par rapport à θ. Il y aura l'accélération qui sera aussi une fonction de R et θ. Et on va apprendre à faire tout cela dans les prochaines séances. Pour rejoindre le groupe WhatsApp, vous nous écrivez sur le numéro que j'ai épinglé. Ok, le numéro que j'ai impliqué, je vous mettrai dans le groupe. Ok, dans le groupe WhatsApp. Bon, je viens encore de le renvoyer pour vous, au cas où voilà, il n'est plus épinglé. Ok, c'est bon. Pour P606, c'est bon comme ça. Ok, j'ai 2 heures. J'ai 2 heures à faire avec vous. La première heure, c'est P606, c'est terminé comme ça. J'espère que je vous ai donné goût à faire de la physique. J'espère au moins que voilà, vous allez aimer ça et que cela va vous amener déjà à aller vraiment bosser le cours. Très important. Le travail personnel, il est très important. Ce que l'on fait ici, c'est bien. Mais si vous ne l'apprenez pas vous-même, ça ne sert à rien. Je vous le dis en même temps. Donc maintenant, on va faire maths. Ça, j'aime ça. J'aime la logique. Et je suis mathématicien de base. La physique, quand j'étais au lycée, genre, voilà, ça n'allait pas moi aussi. Hein. Je souffrais. Je souffrais, mais arrivé à l'université, j'ai pris goût à ça. Vous voyez, même si vous avez eu votre bac avec, je sais pas trop, avec 2, 3, je sais pas trop. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez être encore bon, quoi. Il y a encore du temps. Physiquement, je souffrais au lycée. Mais arrivé à l'université, voilà, voilà. J'ai pris goût à ça, j'ai appris, ça a marché pour moi. Donc, ça va marcher aussi pour vous si vous vous donnez. Mm. Prochainement, c'est quand? Bonne question. J'enverrai le programme de nos cours en ligne. En fait, on va faire beaucoup de live, comme ce que je suis en train de faire actuellement, la semaine prochaine. Okay, on va faire un live probablement lundi. Ok, on va faire un live peut-être mercredi aussi. On va faire beaucoup de live comme ça. Et comme vous êtes en cours en ligne, donc vous n'allez pas forcément en présentiel, je pense que vous aurez assez le temps. Donc, je vais faire beaucoup de live avec vous. Je vous enverrai le programme des lives dans le groupe WhatsApp également. Ok, ok, very good. Peut-être que j'organiserai une séance en présentiel si vous êtes intéressé. Comme ça, voilà. Comme ça, je pourrais encore rentrer plus dans les détails avec vous. Peut-être, peut-être. Voilà, si j'en fais un, peut-être c'est une fois. Voilà. Mais on va travailler beaucoup plus en ligne, ok? Cette semaine-là. Peut-être, voilà, on aura le temps de travailler encore, voilà, en présentiel. Ne vous inquiétez pas. J'ai beaucoup de manuels pour vous. J'ai beaucoup de conseils pour vous. Ne vous inquiétez pas. Dès que vous êtes chaud, moi j'aime travailler avec les gens qui sont excellents. J'aime travailler avec des gens qui sont excellents, les gens qui sont motivés. Si vous êtes motivé, vous voulez vraiment, vous voulez vraiment bosser, vous voulez vraiment, vous êtes animé par le travail, c'est là pour vous. Ah oui, il y a quelqu'un qui demande des yeux de troisième année. On va faire ça aussi, on va faire ça aussi. On va faire les deuxième année, troisième année, première année, on va faire tout ça. C'est juste que je serai surchargé, mais bon. Si vous vous êtes motivé, moi je vais le faire. Ok, donc on va switcher sur Matson déjà. Donc, je vais partager la slide que j'ai créée pour vous, pour Matson aussi. Ok? So, I will go to share with you my course, logic course. Ok, what is it? Where is it? Bon, je vais d'abord enlever ça. Le cours de... Bon, je maîtrise pas, excusez-moi, je maîtrise pas un peu. C'est ma première fois de faire live TikTok. Donc, je maîtrise pas bien le logiciel là. Euh, donc, bon, on va... super, j'ai enlevé ça. Donc, maintenant, je vais partager une autre source. Donc, le cours de maths 100 que j'ai préparé pour cette petite occasion-là, pour vous. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai tout ça, ainsi que la vidéo. Tout est en train d'être enregistré. Donc, vous aurez la vidéo après, vous aurez le PDF après. Mais prenez quand même, ne savez pas de prendre note. Si de ne pas prendre note. Si vous ne prenez pas, nous allez oublier de toute façon les choses. Donc, prenez note. C'est pas juste copier tout ce que j'ai écrit sur l'écran, mais c'est de noter ce que vous avez compris. Donc, very good. Now, I think it's good. Non, je vais, bon, ça, c'est pas la peine. Je vais enlever ça.
Je partage l'écran avec vous. Hmm, non, Window Capture, ok, super. Je vais partager l'autre cours de maths 100. Bon, n'hésitez pas, si vous trouvez que vous serez plus à l'aise sur d'autres plateformes, vous pouvez les suggérer, hein. Si vous voyez que TikTok, vous n'arrivez pas à être concentré là-dessus, on peut changer de plateforme aussi. Mais si c'est bon, on garde ça. C'est bon, on garde ça. Mais j'ai choisi TikTok parce que je sais que, bon, voilà, tout le monde fait TikTok, quoi. Qui ne fait pas TikTok, tout le monde fait TikTok. Euh, Add source. Ok, very good. Voilà. Donc, je pense que le cours doit être à l'écran actuellement, vous devez le voir. Ce que j'ai préparé là. Ouais. Certains proposent Google Meet déjà. Ok. Why not? Why not? C'est une option. C'est une option à exploiter. C'est une option à exploiter. Google Meet, c'est gratuit. Donc, on peut aussi le faire. Ok, very good. Donc, on va continuer là. Le cours là, c'est un peu tout réduit. Je vais augmenter la page. Ok, very good. Ok, donc, base de logique mathématique. Ça, c'est la base de la base de la base. Parce que si vous n'avez pas la logique mathématique, vous allez... Maintenant, les gens qui sont en chimie ou bien en physique et qui se disent, bah, pourquoi il y a de maths? Je vous dis en même temps qu'en première année, vous aurez à faire plus de maths que de physique même. Oui, du moins en semestre 1, vous aurez à faire plus de maths même que de physique si je ne me trompe. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de la physique sans les mathématiques. Si tu fuyais maths et c'est pour ça que tu es en physique là, oublie ça en même temps quoi. Tu vas faire beaucoup de... Les physiciens doivent être même les meilleurs mathématiciens. Chimie, tu auras à faire aussi des maths en première année. C'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous avertir en même temps que ouais, il y a des maths, ok? Il y a beaucoup de maths même. Donc voilà, préparez-vous mentalement ça ne sera pas facile, mais avec du travail, ça va aller. Ok, very good. Donc, allons-y. Donc, déjà, logique mathématique. Notre séance, notre petite séance on a 1 heure devant nous. Je vais le faire rapidement. Ok. Donc, dans notre petite séance, ce dont je veux parler avec vous, je veux parler évidemment de la base, de la base, de la base. J'espère que vous avez le cours du professeur Vincent Yaouga. C'est un très bon cours qui est bien structuré. Je vous conseille d'aller le télécharger directement. Vous allez sur Internet, vous tapez professeur Vincent Yaougan maths sans PDF. Ajoutez PDF. Vous aurez le cours téléchargé. OK? Voilà, c'est sur ce cours que je me suis basé pour écrire ces petits slides que je vous présente. OK? Donc, c'est très bien là-bas. Vous téléchargez le cours, vous apprenez ça, et vous travaillez le cours. Ouais. Voilà. À l'université de Lomé, ok, les cours, ça se travaille. Les cours de mathématiques, ça se travaille. Ça se lit pas un cours de maths, hein. Moi, je dis que je médite. Je médite les cours. Pour les méditer, il faut travailler dessus, il faut réfléchir là-dessus. Voilà, vraiment. Quand on dit assection même là, c'est quoi? C'est quoi une assection? Ok, ouais, ouais, voilà, vous avez déjà fait une séance de maths, n'est-ce pas? Avec le professeur. Donc, il vous a certainement dit qu'une assection, ok, c'est juste une phrase, c'est en quelque sorte une phrase déclarative, voilà, qui est soit vrai, soit faux, et pas les deux à la fois. C'est quelque chose qui est vrai ou bien qui est faux, quoi. C'est ça une assertion. Mais qui ne peut pas être à la fois les deux. On est d'accord? On est d'accord. Donc, regardez, quand je dis bonjour monsieur, est-ce que c'est une assertion? Est-ce que bonjour monsieur là, est-ce que c'est une assertion? Je vais voir si vous avez compris. Est-ce que bonjour monsieur est une assertion? Bonjour monsieur, est-ce que c'est une assertion? Bonjour monsieur. Non, évidemment, on ne peut pas dire que bonjour monsieur est vrai ou bien qu'il est faux, n'est-ce pas? Bonjour monsieur n'est ni vrai ni faux. Ça n'a pas de valeur de vérité. C'est ce qu'on appelle la valeur de vérité. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas faux. On ne peut pas dire que bonjour monsieur est vrai ou bien qu'il est faux. Ce n'est pas une assertion. J'espère que vous avez compris. Ok? Ce n'est pas une assertion. Parce que elle n'a pas de valeur de vérité. Mais quand je dis un plus un égale à 3, est-ce que c'est une assertion? Quand je dis que un plus un est égal à 3, un plus un égale à 3, que c'est une assertion? Effectivement, c'est une assertion. Sauf qu'elle est fausse, n'est-ce pas? C'est une assertion fausse. Ok, c'est une assertion fausse. C'est une assertion fausse.
J'espère que vous avez compris donc cette notion d'assertion. Une assertion, c'est juste donc un énoncé mathématique. Bon, ici en mathématiques, hein, bon, mais c'est pas forcément en général. Une assertion, c'est juste un énoncé qui peut être soit vrai, soit faux, mais jamais les deux à la fois. C'est ça une assertion mathématique. It's good. Ok. Donc, quelques exemples dans le contexte. Voilà. Quand je dis il pleut à Lomé en août, bon, il pleut à Lomé en août, c'est souvent vrai, n'est-ce pas? Et en août, est-ce que c'est en août qu'il pleut? Août, mais bon, souvent c'est en juin. Non? En tout cas, bon, peut-être août, c'est. Je sais pas trop. Bon, à vous de me dire, hein. Je suis pas. Voilà, vous voyez, mais là, on dit que nous sommes tous ignorants de quelque chose. Je suis pas géographe. Euh, il pleut à Lomé en août. Ok, c'est souvent vrai. Bon. 2 plus sur égale à 5, c'est vrai. Le marché d'Aguet est ouvert à minuit. Hmm. Le marché d'Aguet est ouvert à minuit. C'est une assertion qui est fausse. Ferme la porte. Ce n'est pas une assertion. Ferme la porte. Ferme la porte. Est-ce que vous avez remis ça faux? Non, ce n'est pas une assertion. Donc, j'espère que vous avez compris l'idée de ce que c'est une assertion. Vous pouvez, voilà. Vous pouvez écrire en commentaire quelques assertions. Voilà. On s'en fiche si elle est vraie ou si elle est fausse, mais écrivez en commentaire. J'aimerais bien lire vos assertions. Hein. Bon, moi, j'ai donné les miennes. J'ai donné les miennes. Donc, écrivez aussi les vôtres. Je vais voir. Imaginez, écrivez une assertion. Je ne sais pas tout. Ok, je n'ai pas encore lu la session. Il faut aller vite, vite, vite. Ah, quelqu'un dit que c'est trop lent pour lui, quoi. Alors, lui veut les bêtes trucs en même temps. C'est un gars qui a déjà lu le cours. Hmm. Je mange. Je mange. Ah oui. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas trop. Il dit qu'il mange. Probablement qu'il mange. Ok. C'est une assertion, effectivement. Je mange est une assertion. Very good. So, euh, j'ai 5 j'ai 5 œufs. Waouh. L'université est vaste. Ah ouais, c'est vrai. Lomé est la capitale du Togo. C'est vrai. Zovus n'est pas en live. Et Charlie, c'est faux. Ok, c'est une assertion quand même. On a compris déjà. Il faut passer à une autre. Ok, super. Lomé est la capitale du Togo. Ok, super. Very good. Tout le monde a compris. C'est quand même une assertion. Donc, un prédicat, c'est quoi? Donc, un prédicat, c'est une assertion qui contient une variable. Bon, quand je dis assertion, c'est un énoncé qui contient une variable. C'est juste ça. Donc, un prédicat, c'est une expression contenant une ou plusieurs variables et qui devient une proposition lorsqu'on remplace ces variables par des éléments d'un domaine bien précis. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, exemple, quand je prends E de Is, Is est un étudiant inscrit à l'UL. E de Is. Bon, en fait, ce que je veux écrire ici, c'est mal écrit, c'est mal syntaxé. Ce que je veux écrire, c'est E de Is, deux points. Is est un étudiant. Ce que je voulais écrire, Is est un étudiant. Is est un étudiant. Bon, je vais noter ça P de Is. C'est beaucoup mieux. Étudiant. Is est un étudiant. Ça, c'est un prédicat parce qu'il y a une variable dedans. La variable, c'est X. Vous voyez, c'est un prédicat parce qu'il y a une variable. OK. Is est un étudiant. Donc, je vais prendre un étudiant. Par exemple, je vois Hakim. Hakim. Par exemple, P de Hakim. Hakim. P de Hakim va donner Hakim est un étudiant. Oui, Hakim est un étudiant. Il est dans le live, c'est un étudiant. OK. P, bon, ce que je viens de dire là, je suppose que tous ceux qui sont dans le live sont des étudiants. Donc, P de Hakim. Donc, Hakim est un étudiant. Oui. Donc, c'est quelque chose de vrai, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, P de Hakim. Voilà. Donc, c'est vrai. Mais peut-être que P de, c'est pas tout. P de, euh, P de ministre, c'est pas tout. P de ministre Kokoroko, par exemple. P de ministre Kokoroko est faux parce que le ministre Kokoroko n'est pas un étudiant. Vous voyez? Mais quand même, P est ce qu'on appelle un prédicat parce qu'il contient une variable. Une variable. De telle sorte que quand je remplace cette variable donc par une valeur, ça me donne maintenant une assertion qui peut être vraie ou bien qui peut être fausse. Ok? Donc c'est ça un prédicat. Bon, les quantificateurs, je vais laisser ça pour le moment. C'est aller trop vite en besoin de parler des quantificateurs en même temps. Je vais laisser ça. Donc, je vais parler voilà, des connecteurs logiques. Voilà. Donc, en fait, vous savez, à partir, c'est comme les molécules. Vous savez, en physique, on dit que les molécules, par exemple, quand vous prenez la molécule H2O, elle est constituée de deux molécules, de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, n'est-ce pas? Et ces atomes, en fait, sont reliés entre eux par ce qu'on appelle des connexions.
n'est-ce pas? Donc, il y aura l'hydrogène. Est-ce que je me rappelle encore de ces choses-là? H2O. Ouais, il doit y avoir deux H, il doit y avoir un O comme ça. Ah ouais, je me rappelle. Ok, c'est ça. Donc, il y a l'oxygène, en fait, qui est relié à deux atomes d'hydrogène, n'est-ce pas? Donc, en fait, de la même façon, on peut faire ça en mathématiques. Donc, il y a les accessions que l'on va relier pour former ce qu'on appelle des accessions composées au moyen de ce qu'on appelle les connecteurs. Par exemple, regardez, P. P, c'est je mange. Je vais prendre l'accession de quelqu'un. Quelqu'un a dit je mange. Je, le Q. Oh, quelqu'un a dit le chien en bois. Okay. Le chien en bois. Je mets ça, le chien en bois. Donc maintenant, PQ, c'est comme les atomes. Maintenant, tu peux relier PQ par un connecteur. Par exemple, je peux mettre le connecteur E. Donc, je peux donc créer une autre accession qui est P et Q. Vous voyez, P, c'était une accession. Q, c'était une accession. Maintenant, je l'ai relié à travers ce qu'on appelle un connecteur. Le connecteur E, qui forme maintenant une nouvelle accession, qui est l'accession P et Q. OK? Donc, voilà. Donc, un connecteur logique, c'est en général, c'est cette idée-là de connecter des accessions de base, ce qu'on appelle des accessions simples, pour constituer des accessions composées. OK? Very good. J'espère que vous avez compris ce qu'on appelle donc une accession composée et ce qu'est un connecteur logique. OK? Je vous enverrai un quiz pour tester votre maîtrise de cette notion-là. Donc, voilà. Donc, les connecteurs logiques les plus utilisés sont lesquels? Il y a la conjonction. OK? La conjonction, notez et. Bon, je vais ouvrir une page pour expliquer ça. Je vais ouvrir une page pour expliquer ça. OK? Voilà. OK, donc les connecteurs logiques les plus utilisés. OK? Donc, il y a effectivement le et. Vous mettez le et entre deux choses, quoi. Pour former une nouvelle chose. Il y a quoi? Le ou, c'est ça, non? Le ou. Et il y a quoi? Le et, le ou. Bon, il y a l'implication. On met l'implication d'une chose. Il y a l'implication. Il y a l'équivalence. Il y a le. Bon, mais je ne vais pas écrire les symboles déjà. Parce que là, ça va faire un petit amalgame de choses, je pense. Je ne vais pas écrire le truc là. Je vais écrire ça comme ça pour le moment. Very good. Je vais écrire avec en toutes lettres, quoi. Donc, il y a l'implication. Il y a l'équivalence. OK. Donc, ça, c'est les connecteurs logiques de base, quoi. Donc, il y a le connecteur implique. Il y a le connecteur équivaut à. Équivaut à. Donc, tout ça, là, sont des connecteurs logiques. Et vous devez connaître leur définition mathématique, effectivement. Donc, l'implication, l'équivaut. Ah, si j'ai oublié, c'était... Bon, en fait, moi, la négation, j'aime pas vraiment le classifier parmi les connecteurs logiques. Donc, la négation, non. Souvent, moi, je préfère l'appeler opérateur logique. Mais bon, tout dépendra du point de vue de chacun. OK. Donc, voilà, on va expliquer rapidement ce qu'on appelle voilà, déjà la négation. OK? Donc, si vous avez P, quand est-ce que non P est vrai? Non P est vrai quand? La négation de P. Non P est vrai quand P sera comment? C'est ça la définition. Est vrai quand P est comment? Quand P est... Non P est vrai quand P est faux, n'est-ce pas? Non P est vrai quand P, effectivement, est fausse. Et voilà. Et fausse lorsque P est vrai. C'est pour ça que vous faites ce qu'on appelle les tables de vérité. Vous faites donc un truc comme ça, qu'on appelle les tables de vérité. Vous mettez ici P, et ici vous mettez non P. Vous voyez? Donc on va dire que si P est vrai, non P, lui, il est faux. Et si P est faux, non P, lui, il est vrai. C'est ce qu'on appelle en fait une table de vérité, en fait. C'est ça qu'on appelle en logique une table de vérité. Donc voilà. Donc on met les valeurs. Si P est vrai, non P est faux. Si P est faux, non P est vrai. OK? Donc je vais donner certaines valeurs, vous allez me donner leur négation. Euh, si je mets P égale à A inférieur à B. En fait, c'est un prédicat en réalité, parce qu'il y a deux variables ici, A et B. Maintenant, quand je prends ce prédicat, quelle est sa négation? C'est quoi non P? Écrivez-moi ça en commentaire, je vais voir. Non P, c'est quoi? Si P, c'est A inférieur à B, non P, c'est quoi? P, c'est A inférieur à B. Ok, j'ai déjà une première proposition. Quelqu'un a dit A supérieur à B. Ok, on va voir si quelqu'un d'autre va donner une réponse. Ok,
qui est différente. Je ne sais pas trop. Hein. Peut-être qu'il y a raison, peut-être pas. Donc, la négation de A inférieur à B, c'est A supérieur ou égal à B. Devine, A supérieur, c'est A supérieur ou égal à B. C'est pas supérieur à B, c'est A supérieur ou égal à B. Et là, je profite en fait pour vous faire quelque chose. Le cours de maths me paraît facile en fait. Et effectivement, c'est facile, c'est la logique de base. C'est Descartes qui a dit que la logique, ou bien le bon sens, est la chose au monde la mieux partagée. Tout le monde a le bon sens. Maintenant, mais il y a des petits pièges comme ça en fait que l'on va vous donner. En fait, quand on va vous demander la négation d'une intersection, au lieu de mettre supérieur égal, vous mettez supérieur, ça fait zéro en fait. Vous comprenez? Donc faites très attention, soyez très attentifs. Okay? Donc si quelque chose n'est pas inférieur, il peut aussi être égal, non? Si quelque chose, si A n'est pas inférieur à B, A peut être égal à B. Ou bien A peut être supérieur à B. Donc il y a deux situations. Ce n'est pas seulement A supérieur à B, mais A peut être supérieur ou bien être égal à B. Donc ça, la négation de A inférieur à B, c'est A supérieur ou égal à B. Very good. Ok, je vais prendre aussi une autre session. Ok, vous allez me donner la négation. Donc, je vais avoir P égale. Je vais faire n'importe quoi. Je vais dire F est croissante. F est croissante. C'est une fonction, quoi. F est une fonction. F est croissante. Quelle est la négation de F est croissante? F est une fonction croissante, quoi. F est une fonction croissante. Quelle est la négation de F est croissante? Ok. Écrivez ça en commentaire. Écrivez ça en commentaire. Quelle est la négation de F est croissante? La fonction F est une fonction croissante. What is the negation? F est constante ou croissante. Quand on dit F est constante ou croissante. F est décroissante ou constante. F est décroissante ou constante. F n'est pas croissante. F n'est pas croissante. F n'est pas croissante. F n'est pas croissante. F, la bonne réponse est F n'est pas croissante. F n'est pas croissante. C'est ça la bonne réponse. Ce n'est pas F est décroissante ou bien F est... Non, non, c'est pas ça. Pourquoi? Quand une fonction, quand une fonction ne croît pas, est-ce que ça veut dire qu'elle décroît? Quand une fonction ne croît pas, est-ce que ça veut dire qu'elle décroît ou bien qu'elle est constante? Non, elle peut faire les deux en même temps. Regardez. Je vous donne un exemple de fonction. Regardez. Regardez cette fonction-là. Je vais dessiner le graphe d'une fonction. Est-ce que cette fonction, est-ce qu'elle est décroissante? Elle n'est pas décroissante. Genre, si une fonction n'est pas croissante, elle peut être décroissante, c'est vrai. Elle peut être constante. Mais elle peut être comme ça aussi. Comme ce que je vais dessiner. Genre, elle peut faire n'importe quoi. Donc, ceux qui ont dit F est décroissante ou constante, ils ont oublié que F peut faire n'importe quoi aussi, comme ce que j'ai dessiné. Ils ont oublié ce cas. Ce qui fait que la négation, ce n'est pas F est décroissante ou bien que F est décroissante ou constante. La négation, c'est plutôt que F n'est pas croissante. Simplement. Vous voyez qu'on peut vous avoir. Donc, il faut faire très attention à ça. La négation, c'est F n'est pas croissante. Est-ce que vous avez compris ça? La négation, c'est F n'est pas croissant. Ce n'est pas que F est décroissante ou constante, non. La négation de F est croissante, c'est F n'est pas croissante, simplement. Donc, faites très attention donc, quand vous donnez la négation, que vous avez pensé à tous les cas possibles. Ouais. Donc, la négation, c'est quelque part, je dis, OK, si je ne suis pas dans ce cas, je suis dans quel cas? C'est comme ça on cherche la négation. Si je ne suis pas dans ce cas, je suis dans quel cas? Tu dois imaginer tous les cas possibles. Si vous avez seulement imaginé décroissante ou constante, c'est que vous n'avez pas voilà, imaginez tous les cas possibles en fait. Parce qu'il y a ce cas-là aussi où la fonction peut être, genre, ne pas être monotone en fait. Ok. J'essaie que vous avez compris ça pour non plus. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est pour la négation. Very good. Euh, donc on va parler maintenant de la conjonction, le et. On va parler de la conjonction ensemble. Donc pour la conjonction. Donc quand on parle du et mathématique, conjonction, conjonction. Donc la conjonction notée avec le et, avec le symbole on met et quoi. On met et. Un autre exemple pour la négation. Ok. Je vais donner un autre exemple. Je vais donner un autre exemple. Les exemples que je donne sont tous des exemples qui sont un peu piégés là. Je sais avant de vous donner un exemple piégé. Hein. Je sais bien avant de faire ça. Ok, je vais vous donner un autre exemple. Peut-être un peu piégé là. Bon. Bon. Ou bien je vais être gentil avec vous. Vous voulez que je sois gentil avec vous. Et vous donner des exemples. Un autre exemple, vous allez me donner la négation. Je prends P qui est égal à. On va dire. Bon, ici, je vais, autre exemple, ok, je vais prendre un exemple, par exemple, 3 est inférieur, l'exemple que je vais prendre là, ok, A inférieur à B, A est inférieur ou égal à B, strictement inférieur à C. On va prendre cet exemple. Donnez-moi la négation de ça.
la négation de A est inférieure ou égale à B, strictement inférieure à C. C'est quoi non P? Voilà. What is the negation of this? Or the opposite. Ah, non, non. Quelle est la négation? A est inférieur ou égal à B, strictement inférieur à C. Ok, réfléchissez, voilà. Si A est inférieur ou égal à B, strictement inférieur à C. Ok. Voilà, donc quelqu'un écrit, A supérieur à B, euh, euh, qui est inférieur, ou B est inférieur ou égal à C. Quelqu'un écrit ça, quelqu'un écrit A supérieur à B, supérieur ou égal à C. Ok. A supérieur à B, inférieur ou égal à C. Inférieur ou égal. Ok. Déjà, quelques principes de base. Ok, j'ai vu vos réponses. Donc, on va voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ok. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, déjà, quand on prend la section, sachez que quand vous passez à la négation, ça, c'est quelque chose de base, en fait. Quand, inférieur devient supérieur ou égal. Ok. Inférieur devient, qu'est-ce que je dis là? Supérieur, lui, devient inférieur égal. Et inférieur égal devient supérieur, genre ainsi de suite, quoi. Quand vous passez à la négation, quand vous faites la négation, voilà. Souvent, c'est comme ça. OK? Maintenant, ici, donc la négation, à la base, ça va donner A supérieur à B. OK? Maintenant, supérieur ou égal à C. C'est ce qu'on a envie de dire. Mais, il y a un mais. Voilà, là, le piège que j'ai posé, souvent, c'est ce que vous allez répondre, en fait. Si vous faites comme ça. Mais, c'est pas correct, en fait. C'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'il y a un mais. Quel est le mais? Je vous explique le mais. Pas ça. Pourquoi? Mais l'erreur, le piège que moi j'ai posé ici, c'est que quand on dit A inférieur égal à B inférieur à C, en fait, c'est quelqu'un qui dit en réalité que ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire en fait que A est inférieur ou égal à B et c'est le et que vous avez oublié. Ça veut dire que A est inférieur ou égal à B et que B est inférieur à C. Donc quand vous prenez la négation, vous devez penser à ce et là. Vous devez penser à ce et quand vous passez à la négation, vous devez penser à ce et qui ne dit pas son nom. C'est un et caché. C'est un et qu'on n'est pas écrit, mais c'est un et qui est caché. Ce qui fait que quand vous cherchez la négation, en fait, en réalité, ok, quand on passe à la négation, en fait, le et devient où? On va expliquer ça plus tard. Le et devient où? Donc, ce qui fait que la bonne réponse, c'est plutôt ça. Voilà. On parle de loi de Morgan. Vous verrez ça dans le cours de Masson que je vous conseille de lire. De toute façon, je reviendrai sur ça. Donc, en fait, ce qui fait que la bonne réponse, c'est plutôt ça, en fait. Le piège que j'ai posé, c'est ça. Ok. Voilà. Donc, c'est bien ça aussi. Ok, very good. A n'est pas. Voilà, j'espère que vous avez compris. Mais quelqu'un a dit A n'est pas élément de l'intervalle fermé sur A et ouvert sur C. Ok, ça c'est B n'est pas. Il faut corriger ça. Ce que vous dites est correct. Okay. Mais il faut remplacer A par B. Je pense, il s'agit de C face. C face. Voilà, ça veut dire que B n'est plus dans l'intervalle. C'est aussi une façon de voir ça, effectivement. Parce que quand on met A inférieur égal à B, c'est inférieur à C. Ça veut dire que B se trouve entre A et C, quoi. Ça veut dire que B se trouve entre A et C. En tout cas, B appartient à l'intervalle fermé AC. Ce qui veut dire que la négation, c'est que B n'est plus là-bas. Donc, si B n'est plus là-bas, B peut être où? Si B n'est plus ici, si B n'est plus entre A et C, alors B peut être soit à gauche, soit à droite. Donc, B peut être ici, ou bien B peut être ici. Donc, soit B est... Bon, je devais ouvrir ici sur C. Hein. Ouais, je devais ouvrir sur C. OK. Donc ici, c'était fermé, ici, c'était ouvert. Je vais faire comme ça. Donc, soit B, il est supérieur à A, ou bien B, il est, je sais pas trop, soit B, il est inférieur, c'est plutôt inférieur, soit il est inférieur à A, soit il est inférieur à A, ou soit le B, il dépasse, quoi. Un truc comme ça, c'est ça la négation. Donc, il peut être soit à gauche ou bien à droite. Donc, c'est un ou, c'est pas un et. Donc, c'est le ou que vous avez oublié de mettre, en fait. Ok, c'est super. J'espère que c'est compris. Donc, on va passer maintenant aux autres connecteurs logiques. Donc, aux autres connecteurs logiques, dont la conjonction. Donc, le et.
Dites-moi, quand est-ce que P et Q est vrai? P et Q est vrai lorsque quoi? Est vrai si et seulement si c'est dans un seul cas que P et Q peut être vrai. P et Q est vrai si et seulement si quoi? Oui, l'intervalle est ouvert effectivement sur C, je l'avais oublié. Merci. B peut être B peut être aussi égal, n'est-ce pas? Pour B, est-ce que B peut être égal? Oui, B, oui, supérieur égal à C, effectivement, peut être égal. Hmm. Ok. P et Q est vrai si les deux sont vrais, effectivement. C'est lorsque P, voilà, les deux P et Q sont vrais. Voilà, c'est ça, c'est dans ce cas que P et Q est vrai. C'est ça qui explique en fait les tables de vérité donc, que l'on fait ici-bas. Je vous présente ça rapidement. Ok, donc c'est ça qui explique cette table de vérité en fait. Donc pour la conjonction, ok, c'est ça. Donc si P est vrai, Q est vrai, P et Q est vrai. Si P est vrai, Q est faux, P et Q est faux. Si P est faux, Q est vrai, P et Q est faux. Si les deux sont faux. Donc le seul cas où P et Q est vrai, c'est ça que vous devez retenir. C'est dans ce cas-là. Ça, c'est le seul cas. Ok. Maintenant, pour le ou, c'est un peu plus nuancé. Quand on dit ou, c'est que vous avez le choix. OK? Quand on dit ou, c'est qu'il y a quelque part le choix, quoi. Donc, quand on dit que P ou Q est vrai, c'est pas forcément que les deux doivent être vrais. C'est l'un des deux. Ou bien même les deux. On ne sait pas trop. Mais pas forcément les deux. C'est que si l'un des deux est vrai, P ou Q est vrai. Vous comprenez pour le ou, j'espère. Donc, pour le ou, OK? Donc, le P ou Q est faux seulement dans un cas. Dans quel cas P ou Q est faux? C'est seulement dans un cas que P ou Q est faux. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel P ou Q est faux. Voilà. Il n'y a qu'un seul cas où la section P ou Q est fausse. Voilà. Il n'y a qu'un seul cas. C'est quel cas? Il n'y a qu'un seul cas où P ou Q est fausse. Il n'y a qu'un seul cas où P ou Q est faux. Si les deux sont faux, effectivement. Vous voyez ça dans le tableau. Moi, c'est comme ça que je retiens ces trucs-là. Je ne bûche pas, on ne bûche pas l'étape de vérité. Ouais. Toi, tu dois juste retenir que okay, P et Q est vrai seulement dans un cas. C'est lorsque P et Q sont vrais. Dans les autres cas, c'est faux. P ou Q est faux seulement dans un cas. C'est lorsque les deux sont faux. Mais si l'un des deux est vrai, automatiquement, P ou Q sera vrai. Quoi. Donc, regardez la notation. Le E est noté comme ça. Ça, c'est le E. Et le OU, il est noté comme ça. Pour la négation, ça, j'en ai déjà parlé. Regardez le symbole. C'est comme ça pour le nom. C'est ça qui veut dire. C'est la notation formelle pour la négation. OK. Very good. Donc, je vais donner des assections. Et vous allez me dire, en fait, OK, si elles sont vraies ou bien si elles sont fausses, avant de parler donc des autres. Donc, parlons des accessions. Je vais donner une accession qui est par exemple 3 est égal à 7 ou 2 est inférieur ou égal à 2. Je vais prendre cette accession A égale à ça. Est-ce que A est vrai ou bien est-ce que A est fausse? A, 3 est égal à 7 ou 2 est inférieur ou égal à 2. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose de vrai ou bien quelque chose de faux? Donc, je vois déjà deux vrais. Qui dit le contraire? Vrai, 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 vrai. OK. Pourquoi est-ce que c'est vrai? OK. A est vrai. A est vrai, n'est-ce pas? Car dans tout ça, 2 est égal à 2. Donc, si 2 est égal à 2, alors, on est d'accord que c'est vrai. Effectivement. Comme 2 est égal à 2, en fait. OK. 2 est égal à 2. Ça fait, voilà. Parce que 3 égale à 7, c'est faux. Hein? 3 égale à 7. Ça, là, vous pouvez décortiquer ça en trois parties. Il y a 3 égale à 7. Il y a 2 inférieur à 2. Ou 2 égale à 2. Voilà. Celui-là, 3 égale à 7 est faux. 2 inférieur à 2 est faux. Mais 2 égale à 2 est vrai. Mais on a dit que pour le ou là, quand on dit ou là, il suffit que l'un soit vrai. Et puis le tout, il est vrai. Ouais, donc le ou donne un peu le choix. Donc j'essaie, voilà, je vois que vous avez compris. Je vais donner une autre assertion. Je vais donner P. Okay. 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3 est égal à 2, 7, 3, 4, 6, 7, 9, oui, c'est ça. Ou 3 égale à 3. Selon moi, c'est le jeu qui est vrai ou bien c'est le jeu qui est faux. Voilà.
On va prendre cette addition. Est-ce que P est vrai ou bien est-ce que P est faux? Voilà. Est-ce que cette assertion, est-ce qu'elle est vraie ou bien est-ce qu'elle est fausse? Voilà. Very good, very good, very good. Elle est vraie. P est vrai. Bon, dites juste. Ok, dites pourquoi c'est vrai. P est vrai, pourquoi? P est vrai car quoi? P est vrai car. Voilà. C'est vrai, n'est-ce pas? Pourquoi c'est vrai selon vous? C'est vrai. Je suis d'accord avec vous que c'est vrai. Hein? Car 3 égale à 3 est vrai. Effectivement, 3 égale à 3 est vrai. Vous n'avez pas besoin. Il y a des gens, genre la personne qui va s'arrêter sur ce calcul-là pour dire c'est vrai, il perd son temps. Parce que 3 égale à 3, tu n'as pas besoin de savoir si ça là est vrai. Tu n'as pas besoin de savoir même. Tu n'as même pas besoin de savoir. Parce que 3 égale à 3 est vrai, tout le tout est vrai. Vous voyez? Super. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. On va prendre la section Q égale euh, 3 égale 10 et le voilà le 21e nombre premier est 97. Voilà. Voilà. Car il y a un qui est vrai, effectivement. Effectivement, c'est bon. Donc, est-ce que Q est vrai ou bien Q est faux? 3 égale à 10 et le 21e nombre premier est 97. Donc, donnez-moi une réponse du genre Q est car. Donnez-moi une réponse de ce genre-là. Voilà. Q est faux. Voilà pourquoi c'est faux. Les gens disent que c'est faux. Q est faux car quoi? Pourquoi ce Q est faux? Ok, vous avez raison, c'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Q est faux parce que 3 n'est pas égal à 10, effectivement. Car 3 égale à 10 est faux, effectivement, parce que 3 est différent de 10. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'aller calculer le 21e nombre premier. Vous n'avez pas besoin de. Parce qu'on sait que pour le et, il suffit que l'un soit faux. Ok? Pour le et, il suffit que l'un soit faux. Si un seul est faux là, tout est faux, quoi. C'est ça le et. C'est comme ça que le et fonctionne. C'est ce que vous devez comprendre en fait. Ok? Effectivement. Super. Je vois que vous avez très bien compris cette notion-là. Je suis content. Ok, super. Donc, maintenant, on va parler donc de l'implication. Okay? On va parler de l'implication. Euh, donc, l'implication, c'est un peu difficile à expliquer. C'est un peu difficile à expliquer. Donc, ça table de vérité. Je vais chercher à vous l'expliquer un peu pour que vous suiviez en fait. Maintenant, pour retenir l'implication, la définition de l'implication, sachez que vous avez, est-ce que vous savez qu'on peut partir de quelque chose de faux pour obtenir quelque chose de vrai? Regardez, je peux partir de moins 1 égale à 1, c'est faux. Hein. Mais je peux partir de ça pour obtenir quelque chose de vrai. Regardez, si j'élève au carré, si j'élève ça au carré, j'aurai quoi? Moins 1. Je vais élever au carré. Hein. Moins 1 au carré là, c'est pas. Est-ce que c'est égal à 1 au carré? Moins 1 fois moins 1, ça fait 1 ou bien 1 fois 1, ça fait. Vous voyez que je suis passé de quelque chose de faux pour obtenir quelque chose de vrai. Donc c'est possible de passer du faux pour aller au vrai, quoi. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est normal, on peut passer du vrai pour aller au vrai. Ça, tout le monde sait. Donc, le faux, vous comprenez que le faux peut donner, dans une certaine mesure, peut donner quoi? Le vrai. C'est possible que le faux puisse donner le vrai. Bon, c'est évident que le vrai peut donner le vrai, non? Le vrai peut donner le vrai, c'est évident, ou bien? Le vrai peut donner le vrai. Ok? Le vrai peut donner le vrai, le faux peut donner le vrai. Ok? Maintenant, il reste quel cas je vais traiter? Le faux. Le faux peut donner le faux, ça c'est évident. Le faux peut donner le faux. Tout le monde sait le faux. On peut partir quelque chose de faux pour obtenir quelque chose de faux. Le faux peut donner le faux. Mais il y a un cas qui n'est pas possible. Le vrai ne donne jamais le faux. Genre, logiquement, c'est impossible de passer de quelque chose de vrai pour quelque chose de faux. Logiquement, c'est pas possible en fait de passer de quelque chose de vrai en fait et d'obtenir quelque chose de faux. C'est pas possible en fait. À moins que l'étape, ce que vous avez fait est faux en fait. Donc, en fait, le vrai ne donne pas quoi? Pas faux. Logiquement. À moins que ce que vous avez fait n'est pas logique. Si,
Logiquement, on ne passe pas du vrai pour avoir le faux, quoi. Logiquement. Ce qui fait que pour la table de l'implication, voilà. Donc, la table de l'implication, comment on passe de P pour aller à Q, on va dire que, non, c'est ça qui explique la table de l'implication, en fait, que vous voyez ici. On va dire que, vous allez juste voir, regardez ici. Regardez juste cette colonne-là. Ça explique que le vrai ne donne pas le faux. Ça veut dire que si P est vrai, si la prémisse, si ce dont on part, si on part du vrai et on tient quelque chose de faux, ça veut dire que l'implication est fausse. C'est pas possible en fait. Vous comprenez ça? Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas partir du vrai pour avoir le faux. Dans les autres cas, vous voyez que c'est vrai. C'est comme ça que moi je retiens cette table-là. Vous voyez que c'est vrai ici. Ça veut dire que P implique Q est faux seulement lorsque quoi? Est faux si et seulement si P est vrai et Q est faux. J'espère que vous avez compris ça. C'est le seul cas où P implique Q est faux. Dans les autres cas, c'est vrai. Dans les autres cas, l'implication est vraie. Donc, regarde, je vais donner une implication, elle me dit si c'est vrai ou si c'est faux. Ok? Je vais donner une implication, elle me dit si c'est vrai ou bien si c'est faux. Donc, je vais mettre 3 égale à 3. 3 égale à 4 implique 7 égale à 12. Est-ce que l'implication est vraie ou bien est-ce qu'elle est fausse? Cette implication. Est-ce qu'elle est, d'après l'explication que je viens de donner, est-ce qu'elle est vraie ou bien est-ce qu'elle est fausse? Vrai, vrai, vrai. Effectivement, c'est vrai. Parce que je vous ai dit qu'on peut passer du faux pour obtenir le faux. Ça, le faux dans le faux, c'est possible, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Ok, si je mettais 3 égale à 3 implique 3 égale à 2. Est-ce que c'est vrai? 3 égale à 3 implique 3 égale à 2. C'est faux, n'est-ce pas? Pourquoi c'est faux? C'est faux parce que 3 égale à 3 est comment? 3 égale à 3 est vrai, mais la conclusion est fausse. Je vous l'ai dit, on ne parle pas du vrai pour avoir le faux. C'est pour ça que cette implication, elle est comment? Elle est fausse. Donc, ce que vous devez retenir dans la table de l'implication, c'est que l'implication de P par Q, donc P implique Q, si P alors Q est faux seulement lorsque P est vrai, mais que Q est fausse. C'est lorsque la prémisse est vraie et que la conclusion est fausse. Dans ce cas, l'implication de P vers Q est fausse. Ok, I think that is good for you. Ok. Euh, Maintenant, donc l'équivalence P équivaut à Q. On va parler de ça. Voilà. Quand on dit équivaut, ça veut dire c'est la même chose. Quand on dit équivaut, l'équivalence c'est pour dire équi. Dans équivalent, il y a équi, égalité, balance. Ça veut dire égalité des valeurs, égalité des valeurs, équivalence, équivalence, égalité des valeurs. Ça veut dire qu'ils doivent être égaux en termes de valeur de vérité. P équivaut à Q si les deux ont la même valeur. Genre, les deux ont la même valeur de vérité. Il faut que les... Donc, regardez. Vrai, vrai. Donc, c'est équivalent. Faux, faux. Donc, c'est équivalent. Genre, le faux équivaut à faux est vrai, quoi. Parce que les deux ont la même valeur, non? Regardez. Ici, c'est faux. Ici aussi, c'est faux. C'est pour ça que P équivaut à Q est vrai. P est vrai, Q est vrai. Donc, P équivaut à Q est vrai. Dans les autres cas, là, est-ce que le vrai est égal au faux? Est-ce que le faux est égal au vrai? Non. Donc, P équivaut à Q dans ce cas est faux. J'espère que vous avez compris à peu près l'idée. Okay. Donc, P l'équivalence c'est équivaut. Ça se lit aussi si et seulement si. On lit ça aussi. P est vrai si et seulement si Q est vrai. Ok. Si et seulement si. Donc, en termes de vocabulaire, sachez que l'implique P implique Q se lit aussi si P alors Q. Okay. P implique Q. Quand on met P implique Q, on le lit aussi si P alors Q. P équivaut à Q. On lit aussi quoi? P si et seulement si Q. On met si et seulement si Q. Donc, c'est à peu près ça. Et pour les notations. Very good. Ok, donc on va continuer. Alors, donc je peux déjà vous donner un exercice qui va constituer à donner en fait les tables de vérité en fait d'une assertion. Je vais écrire quelque chose. Je vais vous demander d'écrire sa table de vérité. Voilà, ça c'est déjà un exercice en fait qu'on peut vous donner en logique mathématique. Donc, prenons un exemple. On va faire un exercice ensemble. Okay? Donc, un exercice, on va écrire une table de vérité. Donc, table de vérité de 2
P implique Q et je mets et non P. Je fais quelque chose de simple. Et non P. Donc, si on me demande la table de vérité de ça, P implique Q et non P. OK? Donc, on va faire ça ensemble. OK? On va faire ce jeu-là ensemble. On va faire la table de vérité de P et Q et non P ensemble. OK? Donc, ça, c'est une accession composée. On va mettre donc, elle est composée de quoi? De P et de Q. Donc, vous allez faire un tableau dans lequel vous allez mettre P et Q. Vous allez faire un tableau rapide, tableau vite fait. Dans ce tableau, vous allez mettre donc deux colonnes principales. Donc, la première est celle de P et la deuxième, celle de Q. Et je vais tracer comme ça. Donc, je vais placer P et Q pour commencer. Donc, il y a plusieurs cas possibles. Soit P est vrai et Q est vrai. Ça, c'est le premier cas. D'accord? Soit P est vrai, Q est faux. Ça, c'est le deuxième cas. Soit P est faux et Q est vrai. Et on a donc le dernier cas. Soit P est faux et Q est faux. Very good. OK. On continue. Donc, essayons de traiter chacun des cas pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe pour P implique Q. Hein. Donc, déjà, il y a P implique Q dans mon association. On va mettre P implique Q pour voir. P implique Q, on sait déjà quand est-ce qu'il est faux, non? P implique Q, on l'a dit, qu'il est faux seulement dans un cas. C'est dans quelle ligne du tableau? P implique Q, il est faux seulement où? Seulement ici, n'est-ce pas? C'est lorsque P est vrai et que Q est faux, n'est-ce pas? Donc là-bas, je vais mettre quoi? Je vais mettre faux, n'est-ce pas? C'est la deuxième ligne, n'est-ce pas? Ok, c'est la deuxième ligne, effectivement. Dans les autres cas, c'est vrai, ou bien? Donc dans les autres cas, je vais mettre vrai. Dans les autres cas, je mets vrai, vrai, vrai. Après ça, regarde, j'ai besoin de non-P. J'ai besoin de non-P. J'ai mis non-P là-bas. Donc j'ai besoin de non-P. Là, je vais mettre non-P. Non-P, il suffit de recopier quoi? Il suffit de recopier. J'ai P quoi? Donc non-P, il suffit de recopier le contraire. C'est la négation, c'est l'opposé. Donc vrai, ça devient quoi? Vrai, ça devient. Vrai, ça devient faux. Faux devient vrai. C'est simple. Donc là, je vais mettre vrai devient faux. Faux devient vrai. Faux devient vrai. N'est-ce pas? Faux devient. Hein? Est-ce que j'ai bien fait là? J'ai dit n'importe quoi, non? Vrai devient quoi? Vrai devient faux, n'est-ce pas? Et les faux deviennent des vrais. Donc, voilà. Donc, vrai devient faux. Vrai devient faux. Les faux deviennent des vrais. Very good, very good. Maintenant, ce qu'on veut, finalement, c'est quoi? Ce qu'on veut, c'est P implique Q et non P. Donc, vous devez voir la colonne de P implique Q dans le tableau que je viens de faire. Vous devez voir la colonne de P implique Q et la colonne de non P. Et vous devez mettre un et entre les deux. Donc, écrivez-moi, finalement, quelle est la liste des choses? Écrivez-moi ça. Il doit y avoir quoi? Il doit y avoir quoi et quoi? Écrivez-moi ça en comptant, quoi et quoi. Écrivez voilà, la liste des valeurs qu'il y aura finalement. Voilà, dans la dernière colonne. Il y a un souci. Bon, je pense que j'avais corrigé le souci après. Donc, quelqu'un a dit faux, faux, vrai, vrai. Vous êtes d'accord avec lui? Quelqu'un a dit faux, faux, vrai, vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec celui qui a dit faux, faux, non, vrai? Faux, faux, vrai, vrai. Faux, faux, vrai, vrai. Ok, on va vérifier ça ensemble. Donc, il a dit faux, faux, vrai, vrai. Non? Ok, faux, faux, vrai, vrai. Je vais vérifier ça avec vous. Moi, je n'ai pas encore vérifié. On va voir ça. Donc, faux, faux, vrai, vrai, c'est ça. Donc, on a eu ça, P implique Q et non P non. C'est un et non. Ouais, pourquoi ça? Ouais, ok, non, vrai et faux. Ah ouais, donc c'est faux. Vrai et faux, c'est faux. Ok. Puisque l'un est faux. Ok. Faux et faux, c'est faux aussi. Ok. Vrai, vrai, c'est vrai. Vrai, vrai, c'est vrai. Ok. C'est bien faux, faux, vrai, vrai. Ah, il y a des experts parmi nous. Ok. Faux, faux, vrai, vrai. Faux, faux, vrai, vrai. Very good, very good. Donc, cet exercice, vous devez tous savoir le faire. Vous devez tous savoir le faire. Ok. Donc, prenez les cas et exercez-vous. Very good. Maintenant, bon, il nous reste à peine 10 minutes. Je vais introduire donc quelques petites notions et on va voilà, se séparer là-dessus. Donc, il me reste à peine 10 minutes. Donc, je vais parler de choses très importantes aussi à savoir. Ce qu'on appelle des équivalences logiques. Voilà. En fait, deux accessions sont logiquement équivalentes si elles disent la même chose. Je donne un exemple. En fait. Voilà. Deux accessions logiquement équivalentes. Je vais parler de ça et on va
s'arrêter là. Vous avez déjà vu quelque part, on vous a certainement déjà dit, je sais pas trop au lycée, que celui qui met P équivaut à Q là. Ou bien, voilà, je vais prendre un exemple simple. Quand on dit P et Q, celui qui dit P et Q, il dit la même chose que celui qui dit Q et P, non? Les deux disent la même chose. Genre, si je dis que je mange et je bois, c'est la même chose que je bois et je mange. C'est la même chose en fait. On dit que les deux sont logiquement équivalents. On met comme ça, et puis on met 3 barres dedans. C'est comme ça, on met 3 barres. On lit ça logiquement équivalent. Donc, deux choses sont logiquement équivalentes en fait, si elles disent la même chose, si elles ont la même valeur de vérité. C'est-à-dire que si l'un est vrai, l'autre est vrai. Si l'un est faux, l'autre est faux. Genre, ils sont logiquement équivalents. C'est les mêmes choses, quoi. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on appelle les additions qui sont logiquement équivalentes. Donc, P et Q et P, c'est les mêmes choses. Ils sont logiquement équivalents. Donc, ici, c'est quelques exemples de logique, d'équivalence logique. Okay? Et pour finir la séance d'aujourd'hui, je vais vous parler de cette équivalence logique qu'on appelle loi de Morgan. D'ailleurs, les deux là s'appellent les lois de Morgan. Ok? Les deux là, c'est deux équivalences logiques. En fait, tout ce qui est ici là, vous devez connaître ça. Tous ces équivalences logiques là, ça, vous devez les connaître. On l'utilise beaucoup. La prochaine fois, je vais beaucoup m'appesantir là-dessus. Ok? On l'utilise beaucoup dans l'exercice. Donc, voilà. Déjà, ça, vous devez les connaître. Bon, mais je vais parler des deux premières qu'on appelle les lois de Morgan. Donc, en fait, ça dit simplement que quand vous voulez chercher la négation de P et Q, le E devient OU et le OU devient E. Vous voyez que la négation de P et Q, ça fait non P ou non Q. Et la négation de P ou Q, c'est non P et non Q. J'explique ça simplement. Regarde, j'explique ça sur un exemple simple. Supposons que Kofi, euh, Kofi a dit, Kofi a dit, je suis, je suis bon en maths. C'est ce que Kofi a dit, je suis bon en maths. Et, et en physique. Kofi a dit ça. Maintenant, je vous dis que Kofi a menti. Kofi a menti. Ça veut dire quoi? Si Kofi a menti, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Genre, Kofi en réalité, quelle est la phrase qui est correcte? Si Kofi a menti, qu'est-ce qui est vrai? Quelle est la négation de ça? Je suis bon en maths et en physique. Kofi a menti, ça veut dire quoi? Que finalement, Kofi n'est pas bon en maths ou bien, je sais pas trop. Qu'est-ce que ça signifie si Kofi a menti? Ce que Kofi a dit, c'est que je suis bon en maths et en physique. Quelle est la négation de ça? Je suis bon en maths et en physique. Quelle est la négation de ça? Selon vous, si Kofi a menti, ça signifie quoi? Hmm. Ça veut dire qu'il n'est pas bon en mathématiques ni en physique. Selon, j'ai une première réponse, il n'est pas bon ni en mathématiques. Je ne suis ni bon en maths, ni bon en physique. Ok. Je suis pas bon en maths ou en physique. Je ne suis pas bon en maths ou en physique. Ok. Maintenant, si Kofi a menti, pourquoi vous voulez que... Genre, ce que Kofi a dit, c'est je suis bon en maths et en physique. S'il a menti, peut-être qu'il est bon en maths, mais qu'il n'est pas bon en physique. Ok. Peut-être qu'il est bon en physique, mais qu'il n'est pas bon en maths. Ça ne veut pas dire qu'il n'est ni bon en maths ni en physique. Donc, la négation, vous comprenez que la négation, non. P ici, c'est je suis bon en maths. C'est ça qui est P. Q, c'est je suis bon en physique. Donc, la négation de P et Q, ce n'est pas non P et non Q. Non. Ce n'est pas non P et non Q. C'est plutôt non P ou non Q. Parce que si j'ai menti, ça ne veut pas dire que j'ai menti des deux côtés. Peut-être que j'ai menti peut-être d'un seul côté. Est-ce que vous voyez? Je peux aussi mentir des deux côtés. Donc, pour dire ça, c'est où qu'on met. Donc, Kofi a menti, ça signifie donc que la négation, c'est plutôt je ne suis Kofi n'est pas bon en maths. Kofi, ok, n'est pas bon, ok, en maths ou en physique. C'est ça signifie en fait. Voilà, donc Kofi n'a pas menti forcément des deux côtés.
J'espère que vous avez tous compris ça. En fait, c'est le ou qu'il faut mettre. Donc, ce n'est pas le et. C'est pour ça qu'on dit que la négation de P et Q, c'est pour ça qu'on vous dit que la négation de P et Q, c'est quoi? C'est non P, ok, ou non Q. Donc, vous pouvez vérifier ça. Donc, pour finir, donc la séance d'aujourd'hui, je vous laisse ça en exercice. Vous allez faire une table de vérité. Vous allez faire la table de la négation de P et Q. Vous allez faire aussi la table de la négation de P ou non Q. Et vous allez vérifier que c'est la même table au final. Vous allez vérifier qu'en fait, au final, les deux ont la même table de vérité. C'est-à-dire qu'ils sont logiquement équivalents. C'est-à-dire, vous allez voir que quand l'un est vrai, l'autre est vrai, que quand l'autre est faux. Voilà. Donc, faites ça et vérifiez l'équivalence logique. Faites ça comme exercice. Vérifiez l'équivalence logique. Donc voilà, c'est comme ça qu'on vérifie l'équivalence logique. Vous pouvez vérifier ça vous-même en exercice. Ok, donc c'est à peu près tout pour la séance d'aujourd'hui. J'ai dit qu'on allait terminer à 22h, on est à 21h56. Donc voilà, si vous avez des choses à dire, laissez-les en commentaire. Je serai ravi de les lire en fait. Je serai très ravi de les lire. Donc c'était à peu près ça que je voulais faire avec vous pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la séance. Ok. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, écrivez-moi. Ok, donc je vais écrire encore mon numéro. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, vous pouvez m'écrire sur le numéro en question. Ok. Et nous allons nous intégrer dans le groupe. Donc, nous travaillons chaque année comme ça avec les étudiants. Ok, je fais ça depuis 2000 combien? 2019. Je fais ça depuis 2019. Donc, ça doit faire déjà 6 ans comme ça. Hmm. Je fais ça depuis 2019. C'est ma passion. J'aime enseigner les mathématiques, les physiques aussi. Et je fais aussi de la programmation informatique. Il y a beaucoup de livres qui sont disponibles, les manuels, Maths 100, Maths 1, Maths 1. Bon, il y a eux tous qui sont disponibles. La semaine prochaine, déjà, je vais les mettre à votre disposition. Donc, vous aurez toutes ces informations dans le groupe pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez donc des inquiétudes. Donc, je vous en prie pour la séance, c'est gratuit. Je suis vraiment ravi que vous avez suivi et que vous êtes présent. Ça me fait vraiment plaisir. OK? Donc, le numéro, je vais encore l'écrire encore une fois. Oui, pour la vidéo, oui, j'enverrai le lien. Je vais poster la vidéo sur ma plateforme YouTube. Je vais la poster sur YouTube pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, je vais faire ça dès que nous terminons. Je vais envoyer le PDF dans le groupe. Donc, j'enverrai tout ça là dans le groupe. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, je donne encore une fois. Voilà, pour les étudiants de deuxième année et de troisième année, effectivement, maths 227 et tout ça, on va le faire, ok, en ligne. En fait, je remarque que les séances en ligne, c'est beaucoup plus intéressant, ça va beaucoup plus vous avantager. C'est ce que je suis en train de remarquer. Vous n'allez pas vous déplacer. Il y a des gens qui sont à Barida, il y a des gens qui sont à Adétikopé, à Goué, il y a des gens qui sont un peu partout. Et se déplacer, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que travailler en ligne, ça va beaucoup plus vous intéresser. Donc, je veux vraiment privilégier ce format. Mais faites-moi votre rapport. Si c'est bon, on va le faire. De toute façon, on dit que le client, il est roi, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Euh, c'est à peu près ça que j'ai encore envoyé une fois mon numéro là. Pour que, voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas toujours, voilà, c'est à peu près ça. Donc, la prochaine séance, voilà, on va en faire d'autres séances. Pas demain, pas dimanche, mais la semaine prochaine, à partir du lundi, on fera beaucoup de séances. Souvent les soirs comme ça. On va faire des séances pour les étudiants de première année, deuxième année, troisième année. On aura fait, voilà, à chaque fois, voilà, si ce n'est pas sur TikTok, ça sera sur Google Meet. De toute façon, tous les informations, vous en aurez. Vous aurez accès à ça dans le groupe, en fait. Vous aurez accès à tout ça là dans le groupe. Voilà. Donc, surtout apprenez. Voilà. Sinon, tout ce que j'aurais fait, voilà, ça ne voudrait rien dire. Je compte sur vous et on va se dire à la prochaine, n'est-ce pas? Ok. Donc, au revoir et à bientôt. Voilà, bon, maintenant, moi, je sais même pas là où arrêter ce live-là. Ok. Je vous en prie.
Ah ouais, c'est vrai, je n'ai jamais arrêté de live dans ma vie. C'est vrai, quoi. Je deviens TikToker dans l'affaire de maths, là. C'est bizarre, quoi. Voilà. On dit, c'est le marché qui dicte la loi, n'est-ce pas? Euh, c'est le marché qui dicte la loi. Hmm.